Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. La canicule a fait une victime collatérale, comme disent les gazettes. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, inconnue il y a quelques jours et qui a pris la parole à 3 reprises pour dire 3 fois des bêtises. À France Inter, la semaine passée, elle annonçait, telle Madame Irma, une canicule pour le 14 juillet. Vendredi, elle s'est dite horrifiée qu'un grand nombre de Français réclament la climatisation. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt, a-t-elle dit ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien. Que Madame Barbu se rassure, personne n'a imaginé climatiser les forêts. En revanche, oui, la clim sauve des vies. À l'hôpital ou dans des EHPAD. C'est d'ailleurs pour cette raison que Sébastien Lecornu a commandé 30 000 climatiseurs pour l'hôpital. La climatisation est une solution. Et il serait temps que Madame Barbu comprenne qu'elle n'est plus la militante de WWF, mais qu'elle est ministre de la République, au service des Français. Madame Barbu ajoute que la climatisation n'évitera pas la mort des animaux. Mais quel rapport ? De quoi parle-t-on ? On parle de la survie de personnes fragiles quand la température dépasse 30 degrés. Emmanuel Macron avait commencé son mandat en 2017 avec Nicolas Hulot comme ministre de la Transition écologique. Il achève sa présidence avec Monique Barbu. 2 erreurs de casting pour un ministère hautement symbolique qui montre que les choix peut-être, mais les choix du président ne furent pas toujours opportuns, pour le dire gentiment. Et il est 9h. Et c'est Marine Sabourin. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La mère de Rosa dépose plainte contre Gérald Darmanin. Rosa, c'est cette petite fille qui aurait été violée une 50aine de fois par Jérôme Barella. Elle porte plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Sébastien Lecornu la recevra vendredi après-midi à Matignon. La période des soldes d'été est prolongée d'une semaine supplémentaire jusqu'au 28 juillet. Le ministre du Commerce Serge Papin l'a annoncé ce matin. Mesure prise pour compenser la faible fréquentation des magasins pendant la canicule. Et puis le sud de la France est en danger très élevé d'incendie. Situation due au renforcement du vent avec des rafales qui pourraient atteindre les 80 km/h. Ces vents forts pourraient perdurer jusqu'à jeudi. Voilà pour les dernières informations à 9h, Pascal. Merci beaucoup Marine. Charlotte Dornelas est avec nous, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Thomas Bonnet et Jules Laurence est resté avec nous parce que j'ai découvert tout à l'heure des images absolument invraisemblables que vous avez tournées ou qu'on vous avait rapportées. Oui, qu'on vous a exactement, qu'on m'a envoyé hier. Une sorte de refus d'obtempérer au Canet, exactement, qui montre le niveau d'ensauvagement de cette société. Chaque jour, j'ai envie de dire, c'est de pire en pire, mais ce n'est que le début. Donc, tant qu'on n'arrêtera pas, ça sera toujours de pire en pire. Mais je voulais qu'on commence juste par le football, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est la fameuse phrase fétiche des journalistes de foot. Il n'y a plus de petites équipes. L'Allemagne est sortie, éliminée par le Paraguay. Les Pays-Bas sont sortis, éliminés par le Maroc. Ce qui fait d'ailleurs que se profile en quart de finale un France-Maroc possible. Alors bien sûr, il faut que la France... Là, on voit l'Allemagne qui a été éliminée par le Paraguay. Vous voyez les buts, vous les revoyez plus exactement. Donc, ce profil, si le Maroc bat le Canada en 8e de finale, ce qui est possible, et si la France bat à la fois la Suède, c'est ce soir, c'est possible, et ensuite le Paraguay, c'est aussi possible, France-Maroc. Comme à la dernière Coupe du Monde. France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde. Donc ça bravo peut être aux Marocains effectivement une revanche. Vous vous rendez compte, les Marocains ont fait quand même demi-finale en 2022. Là, ils sont en 8e déjà avec possiblement un quart de finale. C'est quand même 2 performances à saluer de la part des joueurs marocains. Bien sûr, et il y a beaucoup de joueurs marocains qui effectivement ont grandi en France. Ou en Espagne. Ou en Espagne, mais il y en a beaucoup et qui ont la double nationalité. Absolument. Et notamment le joueur du Paris Saint-Germain qui est... espagnol. Achraf Hakimi, qui est né en Espagne. Qui est né en Espagne. Didier Deschamps, lui, est de retour dans l'équipe de France. Vous savez qu'il a perdu sa mère et il est revenu en France donc, le jour des obsèques. Et il a pris la parole hier devant les journalistes pour évoquer ce moment si douloureux.
Ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée. Depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j'ai repris mes fonctions. Tout s'est bien passé pour l'équipe de France et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu'il fallait. Là, on prépare, voilà, deuxième compétition qui commence. Dans la compétition, de toute façon, pour gagner les matchs, il faut toujours mettre un but de plus, à moins d'aller au pénalty. Mais c'est pas renoncer à ce qu'on a été capable de faire. On a marqué 10 buts, on aurait pu en marquer plus. C'est vrai qu'on n'en a pris que 2, mais on a concédé un peu trop d'occasions ou de situations. Bon, c'est ce soir, c'est à 23h, malheureusement, c'est un peu tard. Le match des huitièmes sera aussi à 23h et le match des quarts de finale pourrait être à 22h. Mais vous, Vincent Herouette, qui vous occupez de politique étrangère, il y a parfois des conséquences dans un pays lorsqu'une victoire importante arrive en Coupe du Monde de football, que le sport roi, notamment en Afrique. Le sport roi. Si le Maroc gagnait la Coupe du Monde, il y aurait effectivement des satisfaction très, très, très importante. Il y a parfois une vision géopolitique bien sûr, à avoir de la Coupe du Monde, et on le voit bien avec Donald Trump, par exemple, qui est assez présent dans cette Coupe du Monde. Vous avez tout à fait raison. Non, mais en tout cas, en même temps, c'était une question que je vous posais pour une analyse. C'était un peu le sens de mon intervention, mais peut-être... Dans le cadre de la CAN, on a effectivement vu entre le Sénégal et le Maroc à quel point l'issue de la partie avait pu nuire à la relation entre les deux pays. Bien sûr. Et ça ébranle les gouvernements en place, au contraire, ça les conforte. Tout ça est géré depuis très longtemps par le pouvoir politique. Évidemment, ça a un impact. Un France-Algérie, par exemple, on échappe à France-Algérie, sauf si c'est en finale. Mais un France à Maroc a évidemment un certain sens. Oui, il y a une fierté nationale qui se... Le Paraguay a décrété un jour férié par rapport à la victoire contre l'Allemagne, donc c'est déjà important. Et vous savez que le Maroc organisera la prochaine Coupe du Monde. Enfin, fait partie des pays, il y a plusieurs pays qui vont organiser, et le Maroc va accueillir la Coupe du Monde, ce qui est là aussi un événement historique pour eux. Georges Fenech. Souvenez-vous, Argentine, Royaume-Uni, en pleine guerre après la guerre des Malouines. Argentine-Angleterre, bien Angleterre, sûr. Avec la main de Dieu, 86, en pleine guerre En pleine guerre, oui. Vous avez parfaitement raison. Bon, on parlera dans une seconde de ce qui s'est passé à Monaco, mais je disais, Jules Laurence, vous appartenez à la rédaction de Frontières. J'ai découvert ce matin avec Romain Desarbres ces images que je vais commenter pour Europe 1 qui sont effrayantes et qui montrent l'état de ce pays, l'état d'ensauvagement du pays. Alors, je crois que nous avons un sujet, me dit Marine Lançon, et je vous propose de voir le sujet, puis vous allez... et c'est Julia Ferrand qui a fait le sujet, et puis vous allez commenter après avec nous ce qui s'est passé, puis les conséquences. Sur ces images d'une rare violence, un refus d'obtempérer sous fond de narcotrafic. Aux alentours de 19h ce samedi, boulevard Sadi Carnot au Canet, les effectifs de la brigade anticriminalité procèdent à un contrôle de véhicule dans le cadre de soupçons de trafic de stupéfiants. La conductrice, déjà connue des services de police, réalise brusquement une marche arrière, projetant au sol sur plusieurs mètres un policier à moto, avant de prendre la fuite et de rouler sur le pied d'un autre policier. Cette personne est en plus dans le trafic de stupéfiants. Elle utilise sa voiture comme arme par destination, donc elle est prête à tuer. Elle est prête à tuer parce que, en fait, son fonctionnement, elle, comme d'ailleurs tous ceux qui sont dans le trafic de stupes, c'est d'aller au bout. Au bout sans morale, sans réflexion, on peut tuer. Ce qui compte surtout, c'est de pouvoir échapper au contrôle de police, c'est pouvoir continuer le trafic de stupes sans limite, j'ai envie de dire. Au moment du refus d'obtempérer, un des policiers ouvre le feu. Il touche la conductrice à la jambe. Cette dernière se rendra plus tard à l'hôpital où elle sera finalement interpellée. En 2025, plus de 28 000 refus d'obtempérer ont été enregistrés, selon un rapport du service statistique du ministère de l'Intérieur publié ce mois-ci, dont 6 200 aggravés. Des faits en augmentation de 10% par rapport à 2024. Et puis en 10 ans, il y a 99% de tentatives d'homicide en plus sur le sol de France. C'est une tentative d'assassinat, ça, Georges Fenech, pour un magistrat ? On pourrait le qualifier, oui. On pourrait.
Parce que c'est pas dans la jurisprudence des tribunaux. C'est-à-dire qu'un flic, une voiture qui roule sur un flic et qui veut partir comme ça. Mais vous ne vous souvenez pas d'une voiture qui avait traîné, je crois, sur une centaine de mètres, un policier, ça s'était terminé par des heures de travail d'intérêt général. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc il y a une sous-qualification. Là, la voiture, c'est une arme par destination. Donc c'est une tentative d'homicide volontaire avec une arme par destination. Et pourquoi pas assassinat? C'est un assassinat, c'est prémédité. Non, s'il y a mort derrière, bien sûr. Une tentative. Oui, une tentative, bien sûr. Bon, Jules Laurence, la personne a été interpellée visiblement. Tout à fait. Parce qu'elle est allée à l'hôpital se faire soigner. C'est ça, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, finalement, il y a un des fonctionnaires de police qui a ouvert le feu. Il a tiré par 2 fois parce qu'il voulait protéger son collègue qui était tombé au sol, renversé avec son scooter. Et la personne, en fait, qui a été blessée au niveau de la cuisse, s'est rendue directement à l'hôpital et elle a été interpellée par la suite. Mais peut-être, Pascal, vous savez, ce matin, moi, j'ai échangé avec des policiers de la BAC du Canet qui me racontent que finalement, ces refus d'obtempérer, c'est devenu le quotidien, qui sont de plus en plus dangereux. Ils sont heureux que ça ait pu être filmé par un riverain, parce que ça, c'est le quotidien, mais qui n'est pas filmé, qui n'est jamais remis. Et surtout, ce qu'ils expliquent, c'est que finalement, les individus qu'ils interpellent dans le cadre de ces refus d'obtempérer, qu'ils arrivent à interpeller par la suite, ce sont en permanence des récidivistes. Ce sont des personnes qui sont soit liées au trafic de drogue, soit qui sont déjà connues pour des conduites sans permis, conduites sous emprise d'alcool ou des refus d'obtempérer qui continuent. Donc c'est désespérant finalement pour ces équipages de police. Mais c'est désespérant pour les équipages de police, c'est désespérant pour nous, c'est désespérant pour tout le monde. Ce pays, c'est plus possible en fait. Ce n'est plus possible. On ne peut pas s'empêcher de penser à une autre affaire. Georges Fenech. Si le coup de feu avait été mortel, on aurait peut-être un policier en détention. Ah bah vous auriez le président de la République qui aurait dit immédiatement c'est inexcusable. Voilà. On pense tous à la même affaire. Il aurait dit la même chose. Et surtout, à contrario, c'est grâce justement au fait qu'un policier ait tiré qu'on a pu arrêter la personne. Non, mais je vous assure, c'est un souci majeur que traverse la France. Mais avec, il faut tolérance zéro et que tout le monde sache que le refus d'obtempérer est directement à la case prison. C'est-à-dire qu'autrement, tu t'en sors pas. Mais directement, avec des sanctions, des peines planchées extrêmement importantes. Encore une priorité, quoi. Encore une priorité, Charlotte, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de priorités? Factuellement, collectivement, nous avons donc des priorités multiples. Oui, mais c'est normal puisque je ne dis pas que c'est pas normal, mais je dis qu'on comprend mieux pourquoi la justice est un peu dépassée. On paye toutes les factures en même temps. Donc c'est normal, toutes les factures arrivent. Mais je ne dis pas le contraire, mais la semaine dernière, tout le monde était d'accord pour dire que c'était violences faites aux enfants et violences sexuelles sur mineurs qui étaient prioritaires. On comprend aussi par notre exaspération sur plusieurs sujets que la justice soit dépassée. Mais tout est dépassé. Et surtout les hommes politiques qui nous gouvernent. Qui sont dans le déni. Mais il faut prioriser les violences aux personnes au sens large, en fait. C'est-à-dire que les violences qui sont dans le déni, puisqu'ils disent que ça n'existe pas ou ça existe. En tout cas, s'ils disent que ça n'existe pas, ils n'apportent aucune solution. Donc les solutions, elles sont... Déjà, l'appellation refus d'obtempérer, je trouve qu'elle n'est pas appropriée. C'est pas du tout un... Vincent Herouet. Ce qui fait l'événement, ce qui fait l'actualité, c'est la vidéo. C'est qu'on assiste à la scène. Mais à partir du moment où vous en avez, combien 28 000 combien par an au total 28 000, je crois. Plus de 28 000. Ça fait 77 par jour. 77 refus d'obtempérer tous les jours. Même le dimanche inclus. Donc c'est un phénomène absolument massif. C'est pas une exception. Ce qui est exceptionnel, c'est les images. Mais bon, vous réglez pas ça en disant on va tous les mettre en prison. Il y a un problème qui est tellement lourd, tellement grave, tellement complexe aussi à regarder en face, qu'on comprend très bien que tout le monde, que les politiques soient dans le déni. Vous vous rendez compte, 77 fois par jour, c'est pas une solution. Il y a des gens qui échappent à un contrôle de police et qui forcent donc la maréchaussée à se ranger. C'est incroyable. Mais je vous assure, ce n'est que le début. C'est-à-dire que c'est exponentiel ce qui se passe en France. Aujourd'hui, c'est exponentiel. On va parler du canal Saint-Martin tout à l'heure. C'est exponentiel. Et vous allez voir cet été. Parce que maintenant, c'était la phrase de Thibault de Montbrial. Ça arrive maintenant au pied des immeubles haussmanniens. Donc là, ça peut commencer à changer. Ça arrive dans des endroits où ça n'arrivait pas avant. Des quartiers protégés. C'était le 10e arrondissement, les bobos. Ça arrive à la Baule et tout ça. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, il peut avoir une réaction.
Il faut quand même dire que les directives de police, aujourd'hui, par les préfets et autres, elles ne vont pas dans le sens de l'initiative des policiers sur les refus d'obtempérer. Elles vont plutôt dans le sens de vous laisser faire, vous laissez partir les voitures et vous ne vous mettez pas vous-même en danger, quitte à laisser un chauffard prendre tous les risques. Bon, affaire à suivre. Monaco, une explosion s'est produite hier soir vers 21h dans un immeuble résidentiel à Monaco. Le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, a déclaré qu'une personne a déposé un sac à dos dans le hall de l'immeuble avant de repartir. Selon les informations du Figaro, les victimes sont toutes les 3 membres d'une famille ukrainienne. Vadim Ermolev, un oligarque ukrainien, serait le père de la famille. Je vous propose de voir le sujet et d'écouter pour Europe 1 le sujet d'Augustin Donadieu. Il est aux alentours de 21h hier soir lorsqu'un attentat à la bombe secoue le rocher de Monaco. L'explosion a eu lieu dans cette rue située à la frontière avec la France. Cet habitant a tout entendu et s'est rendu sur place quelques secondes après. Je suis sorti pour aller voir ce qui s'est passé. Il y a eu des hurlements, des pleurs de personnes par terre. Et puis je suis remonté, mon père est venu nous chercher avec mon chien et je suis parti. Selon un premier bilan des autorités monégasques, 3 personnes ont été blessées, dont un couple d'une 50aine d'années en urgence absolue. L'homme serait un oligarque ukrainien sanctionné par Kiev depuis 2023. Le prince Albert II de Monaco évoque dans un communiqué un choc pour toute la communauté monégasque. La principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité. Elle le demeurera plus que jamais, quelles que soient les menaces. L'homme qui a déposé le sac contenant l'engin explosif et vraisemblablement des boulons a été identifié par des témoins et les caméras de surveillance. Il a été repéré à Beau-Soleil, la commune voisine de Monaco, qu'il a rejoint à pied après les faits. Je vous propose d'écouter Claude Moniquet qui nous en dit davantage peut-être sur qui est cet oligarque. Il s'agit de Vadim Yermolayev, c'est un homme d'affaires très connu en Ukraine, une des grosses fortunes ukrainiennes, probablement dans le top 25 des Ukrainiens les plus riches. C'est un homme qui a fait des études de sciences économiques, qui a 58 ans, donc il est devenu actif plus exactement lors de l'écroulement de l'Union soviétique, à l'époque où les fortunes se faisaient très rapidement. C'était un peu le Far West, l'ex-Union soviétique. Et une dizaine d'années plus tard, à 30 ans, il a créé le groupe, le Aleph Estate Group, qui est un groupe immobilier qui a eu une très très forte influence sur Dnipro, sa ville de naissance, qui est la 4e ville ukrainienne, et qu'il a largement modernisé. Et puis les choses ont mal tourné pour lui. Il a été victime, l'objet plus exactement de sanctions présidentielles directes prises par le cabinet du président Zelensky, de manière un peu bizarre, il faut bien le dire. Il a été sanctionné pour des liens avec la Russie, mais les services secrets ukrainiens, le SBU et le Conseil national de sécurité n'ont jamais accepté de livrer la moindre preuve. Donc on a suspecté qu'il y avait une affaire de corruption ou de corruption qui avait raté autour de ces sanctions. C'est en tout cas ce que disait Yermolayev. Et effectivement, ce qu'on peut dire également, c'est que d'après les premières constatations, et ce qu'on voit entre autres des images, ce qui s'est passé hier témoigne de l'utilisation d'un explosif extrêmement puissant, plutôt de nature militaire, donc l'intention de tuer était manifeste. Yermolayev est une des victimes, sa compagne en est une deuxième, et leur fils de 13 ans, lui, a été moins grièvement blessé. Mais voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, à cette heure, sur la personnalité de M. Yermolayev. Claude Moniquet sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews, les 2 parents. Il le disait, âgés d'une 50aine d'années sont en urgence absolue avec pronostic vital engagé. L'adolescent âgé de 13 ans est en urgence relative à Nice. Le mobile, Vincent Hervouette ? J'en sais absolument rien, mais il y a une évidence, c'est que la guerre n'a pas affaibli le crime organisé et que les mafias ukrainiennes ont trouvé dans le conflit à la fois de nouveaux profits, de nouvelles routes, une emprise locale renforcée, parce que il y a un vieux proverbe américain qui dit « la guerre fait les voleurs et la paix les fait pendre ». Pendant les guerres, prospèrent en général les voyous qui trouvent toutes sortes de profits, de bénéfices au chaos général. Et en plus, il se trouve qu'il y a toujours autour de l'État, et particulièrement dans ce pays-là, qui était profondément, violemment corrompu avant-guerre, tout le monde le savait, ça n'a pas cessé
avec la guerre, évidemment. C'est ça, en fait, que nous rappelle Joseph Massescaron. Que nous rappelle cet événement, cet attentat. C'est-à-dire que, oui, on a tellement entendu, on nous a tellement, rabâché, ce qui est exact, en parlant de la corruption au sein de l'État russe, et qu'on ne veut pas voir. Il y a toute une partie quand même de personnes, d'observateurs qui ne veulent pas voir, à l'inverse de Vincent, la corruption à la tête de l'État ukrainien. Et ça, c'est ce que nous révèle. C'est l'élément, à mon avis, le plus important de ce qui se passe. Avec des conséquences qui sont des conséquences extrêmement importantes. Je rappelle juste que nous fournissons un certain nombre d'armes à l'Ukraine. Nous fournissons un certain nombre Il y a des policiers qui, aujourd'hui, nous disent que lorsqu'ils sont en contact avec des narcotrafiquants, ils voient des armes arriver, des armes américaines, que nous avions livrées à l'Ukraine. Évidemment, il y a tout un circuit de corruption derrière. Peut-être faire remarquer aussi que c'est quand même une première, me semble-t-il, qu'il y a un attentat dans la principauté de Monaco, qui est sans doute l'endroit le plus surveillé, le plus protégé, le plus sécurisé au monde. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont immédiatement, grâce à la caméra... Pardon ? Ils venaient de France, oui. Corico. Oui, de temps en temps, il y a enfin, ce n'était pas des monégasques, effectivement. Mais vous avez vu la rapidité avec laquelle ils ont identifié l'un des suspects grâce à un réseau de caméras absolument exceptionnel. Ça, c'est quand même, il faut le remarquer, c'est une première. Hein. Oui, et je sais, par exemple, on était tout à l'heure avec François Bayrou, qui soulignait que la première chose que fait une municipalité de gauche, lorsqu'elle arrive parfois au pouvoir, elle enlève les caméras de surveillance. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf au moment des élections, là on les remet. Et oui, mais on ne s'en sortira pas sans décision radicale de ce type. Vous avez évidemment raison. Bon, on va parler, d'ailleurs, on écoutera François Bayrou qui a été très émouvant sur la fin de vie. Je ne sais pas si vous avez écouté, ce qu'il a dit. Très fort. C'est vraiment... Très fort parce qu'il faut quand même rappeler que les rapporteurs du texte, c'est un élu du MoDem, dont il est le président. Ça a été Olivier Falorni, désormais c'est Philippe Vigier. Les deux viennent du MoDem. François Bayrou, quand il était Premier ministre, avait scindé le texte en deux. Partie soins palliatifs, partie aide à mourir, euthanasie. Et ils lui en veulent beaucoup. Ils lui en veulent beaucoup. Beaucoup d'hommes politiques lui en veulent. Beaucoup de la classe politique lui en veulent. Ça avait même fait beaucoup réagir. Voilà. Et on a compris, et c'était assez rare parce que je ne l'avais pas entendu aussi clairement le dire, son hostilité, son opposition à ce texte. Bien sûr. Et alors, c'est vrai que c'est un... Comment dire, chacun sait l'engagement catholique de François Bayrou. Et effectivement, forcément, je mets un lien de cause à effet entre cet engagement contre l'euthanasie et le catholique qu'il est. C'est une interprétation pour autant, que je fais. Mais... Enfin, le serment d'Hippocrate n'a pas été rédigé par le pape. Vous avez raison. Non, mais je veux dire, c'était une évidence pour tout le monde, de manière très large et depuis des siècles. Peut-être que ça doit peser un peu dans notre réflexion, parce que les débats, honnêtement, au-delà de la question du principe du texte, les débats de ces derniers jours devant 100 députés, les allers-retours, on va mettre ça, en fait on va l'enlever, en fait on va le remettre, en fait ça va convaincre certains députés, donc on va l'enlever, on le remettra peut-être dans 2 ans. Le spectacle, il est douloureux pour un sujet pareil. Je suis d'accord avec vous, mais il est à l'image aussi, c'est Emmanuel Macron qui veut cette loi. Et comment dire, cette loi est à l'image de sa mandature. Ils disent que c'est lamentable. C'est lamentable. Ils disent que c'est de faire passer cette loi dans ces conditions, à ce moment-là, une nouvelle fois, c'est lamentable. Ils disent que c'est un texte d'équilibre, mais c'est un texte certainement pas d'équilibre éthique, c'est un texte d'équilibre politique, d'équilibriste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand je pense à François Bayrou, que je connais maintenant depuis bientôt 50 ans, sur la question justement de ce qu'il représente, sur la démocratie chrétienne, je dis juste qu'il y a autrefois, jamais un mouvement issu de la démocratie chrétienne, jamais, n'aurait voté ce texte. Jamais. Pas un seul parlementaire n'aurait osé le faire. Et on a découvert, effectivement, les perversités ou les possibilités de dérive de cette loi, qui sont chiffrées d'ailleurs, parce qu'on voit aux Pays-Bas ce qui se passe. Tout est là, tout est dans le texte. Toutes les dérives possibles sont déjà... tout est annoncé. Et c'est cela qu'a rappelé François Bayrou avec beaucoup de courage ce matin. Beaucoup de courage, parce qu'il va contre son camp, il va contre le président de la République, il va contre beaucoup de gens. Oui, mais pardonnez-moi, les parlementaires devraient, à ce moment-là, suivre. Et même Sébastien Lecornu est contre le texte. Mais tous, bien sûr. C'est ça qui est terrible. Même Sébastien Lecornu est contre le texte. Mais oui, mais vous avez...
Ah oui, non, moi j'aime Vincent Herouette. Alors cette tartufferie est absolument extraordinaire. Il paraît que le Premier ministre est catholique, que même jadis, il a envisagé un temps d'entrer dans les ordres. Il a pu le faire savoir. En tout cas, tout le monde est au courant de cet épisode de sa biographie. Il est donc catholique, mais c'est quand même lui qui va faire passer le texte. Je suis d'accord. Pourquoi il a raison, Vincent, c'est des tartuffes, ça suffit. Non, mais c'est il a raison. une hypocrisie absolue. Moi, j'aurais... Pardon, je veux dire, moi, on vit un moment que je vois absolument obscur, sombre et totalement déprimant avec le vote de cette loi. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui militent pour qu'on aide les vieilles dames à se suicider, mais je ne comprends pas l'atonie, la passivité de ceux qui auraient dû naturellement résister. Alors, mon voisin par la démocratie chrétienne, moi je suis étonné, par exemple, qu'il y ait eu aussi peu de gens à manifester parmi les paroissiens habituels. Je suis étonné que M. Lecornu se présentant comme catholique, personne ne lui dise, mais au fait, mon vieux, tu es au courant que c'est ton salut. Si tu es chrétien, c'est ton salut qui est en cause. Tu es en train de te damner, tu fais quelque chose qui est totalement contraire à la loi de Dieu. Je ne sais pas, si on se présente comme catholique, dans ce cas-là, il faut assumer la logique. Il faut assumer la logique. Si on est dans une logique politicienne, on regarde quelle est la majorité de circonstances et comment on peut faire passer le caprice fondamental du président. C'est la priorité de la fin de mandat. Ce n'est pas un texte comme ça. C'est à la fois une révolution anthropologique et c'est en même temps une espèce d'exigence politique de cette équipe-là. Bon. On marque une pause. On marque une pause. Le combat est venu juste. On marque une pause. Oui. Merci. On marque une pause. À tout de suite. Je vais remercier Jules Laurent qui était avec nous ce matin de la rédaction de Frontières. Saluer la BAC du Canet, qui nous écoute peut-être. Qui vous remercie. Mais elle n'a pas à me remercier. C'est nous qui les remercions. C'est ça. C'est nous qui remercions ces gens-là, qui sont sur le terrain pour nous. Parce que une des rares choses en France qui tient debout et qui fait tenir le pays, ce sont les flics. Et vraiment, je leur tire mon chapeau. Parce que vous avez vu le risque que prend l'homme qui est tiré par la voiture. Incroyable. J'imagine qu'il a été un peu blessé. Il a fait une nuit à l'hôpital. Bon, bien sûr, c'est pour nous qu'ils font ça. Et les politiques les abandonnent depuis des années et ne font rien et ne construisent pas de prison, etc., etc. Il y en a marre. Moi, je les adore, les gens de la BAC. Je les adore, les flics. Parce qu'un refus d'obtempérer, ça ne m'arrivera jamais. Ni à aucun de nous ici. Aucun de nous fera un refus d'obtempérer. Donc, celui qui fait un refus d'obtempérer, il faut une sanction majeure. Majeure. Et tant que tu ne mettras pas ça en place, tu donnes, c'est de la chair à canon, les flics. Et moi, je n'arrive même pas à comprendre que les politiques, et au plus haut niveau, ne prennent pas ça en cause. En compte. C'est-à-dire que tu envoies les flics en chair à canon, mais c'est inadmissible. Inadmissible, vraiment. Donc, et c'est de pire en pire, et ce n'est que le début. Le film Bac Nord. Oui, donc effectivement, c'est nous qui devons les remercier. Il est 9h31. Merci en tout cas, Jules. Merci beaucoup. Somaya Labidi, bonjour à 9h30. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Un couple placé en garde à vue hier après le décès près de Valenciennes de leur jumelle morte de déshydratation au domicile familial. Les autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans, ont été hospitalisés. L'un d'eux était en urgence absolue. À la une également, suspension de la taxe française de 2 € sur les petits colis, annonce faite ce matin par Serge Papin, ministre du Commerce, au motif qu'une telle taxe ne se justifie plus au sein du marché unique avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de douane européen de 3 € à partir de demain. Et puis l'actualité internationale avec la guerre des mots entre Téhéran et Washington, alors que les négociations doivent reprendre aujourd'hui à Doha, au Qatar. L'Iran évoque des rencontres techniques sans négociation directe avec le camp adverse. Quand les États-Unis parlent, je cite, de réunions de haut niveau. Merci Somaya. Un mot sur la fin de vie, parce que François Bayrou est avec beaucoup de courage et beaucoup d'émotion. On a parlé tout à l'heure, et quand un homme politique... C'est ça aussi qu'on attend parfois d'un homme politique, c'est qu'au-delà de ce qu'il propose, il y a une émotion, que ce soit incarné, ce qui est bien normal, c'est un homme, c'est un être humain. Et il a dit des choses avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion, beaucoup de lucidité aussi. Et je vous propose de l'écouter, c'était avec Laurence Ferrari tout à l'heure. Non, je ne l'aurais pas voté. C'est un immense problème de conscience. Parce que
dans tous les pays où ce genre de texte est peut-être moins encore engageant que chez nous, dans tous les pays où ce texte a été voté, ça a fait tache d'huile. À partir du moment, et c'est pour ça que c'est très difficile et douloureux, parce qu'il y a des gens qui, eux, pour leur propre destin, pensent que ça serait mieux d'avoir cette issue. Mais à partir du moment où on dit « la mort est un soin », nous qui avons construit notre société sur normalement, je ne te laisserai pas seul, je ne te laisserai pas malade et je ne te laisserai pas souffrir. À partir du moment où on introduit l'idée que il existe un soin, en fait, qui est pour mettre un terme à tout ça et qui est la mort, partout ça a fait tache d'huile parce que ça s'introduit, ça s'immisce dans la conscience générale. Et ça se multiplie. Et puis il a parlé d'un exemple après qui était proche de lui. Charlotte, c'est un sujet sur lequel vous êtes souvent intervenu et on arrive alors. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs La troisième lecture à l'Assemblée. Sauf surprise, le texte va être adopté. On verra par combien de députés, c'est la question. Voilà. Ensuite, ça va au Sénat. Sans surprise, là aussi, ils vont le rejeter. Et le dernier mot arrivera à l'Assemblée le 15 juillet. Ça veut dire qu'à partir du 15 juillet, probablement, la France fera partie des pays qui autorisent l'euthanasie. Et comme l'a très bien rappelé François Bayrou, le texte que nous sommes sur le point d'adopter est bien plus permissif que les textes qui ont été promulgués dans les autres pays. Mais il y a un déséquilibre dans le débat. On nous promet depuis le premier jour un débat équilibré, calme. Le spectacle de l'Assemblée cette semaine était tout sauf un débat équilibré et calme. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer sans être insultées. C'est quand même un vrai problème quand on nous rappelle par ailleurs qu'il y a une clause de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des consciences qui ne sont pas respectées parce que la doxa les juge pas respectables, tout simplement. C'est quand même compliqué sur un texte pareil. On a en effet un Premier ministre, sans aller sur l'enjeu de lui-même, on a un Premier ministre, et moi c'est un spectacle qui m'afflige aussi. Un Premier ministre qui fait savoir qu'il est opposé à cette loi, mais que Emmanuel Macron le veut tellement. Donc moi, qu'on ne me parle pas de conscience en fait dans cette affaire. Vraiment, qu'on ne me parle pas de conscience, elle n'est pas respectée à aucun moment pour personne, si ce n'est, c'est-à-dire que vous avez le libre choix et à la fin on le votera quand même. Donc le débat est biaisé depuis le premier jour. Et en effet, c'est le temps gouvernemental qui permet de faire les débats. C'est le temps gouvernemental de l'Assemblée qui permettra d'adopter ce texte. Dans l'urgence absolue, on a quand même un député qui nous dit à l'Assemblée, pendant la canicule, regardez comme les personnes âgées souffrent, dépêchons-nous de leur offrir cette loi. Mais comment tout le monde n'a pas le vertige en disant stop, on s'arrête tous, on se calme et on reverra ça à la rentrée quand il fera moins chaud parce qu'apparemment c'est douloureux pour tout le monde. Moi, cette phrase, je ne sais pas, ça aurait dû tous nous... Qui a dit ça ? C'est un député Renaissance. Jean-François Rousset. Donc, il y a... Vous l'avez entendu, cette phrase ? Oui, il faut avancer, il faut avancer. Je le dis à Marine, on peut l'écouter, cette phrase, la retrouver, pourquoi pas. Jean-François... Oui, Renaissance. Un jour, vous serez dans votre chambre d'hôpital et vous entendrez le médecin qui vient de sortir qui dira il faut avancer, il faut avancer. Et par ailleurs, dans les débats, ça a été vrai en première lecture, en deuxième lecture et encore en troisième lecture, il y a des amendements restrictifs, entre guillemets, qui ont été posés. Donc une fois que le débat de principe est interdit, et il est interdit depuis très longtemps d'ailleurs, le débat ensuite dans le détail pour savoir comment est-ce qu'on contraint cette loi, comment est-ce qu'on en fait réellement une loi d'exception, puisque soi-disant c'est le projet de tout le monde, d'en faire une loi d'exception. Tous les amendements restrictifs ont été refusés au motif que tout ça est évident. Donc on ne peut pas inscrire dans la loi que les personnes atteintes de déficience mentale, par exemple, sont exclues. Parce que leur consentement libre et éclairé, c'est un peu compliqué. Mais on ne l'écrit pas parce que c'est évident. Ah ben moi, je préférais qu'on l'écrive, voyez-vous. Donc ça a été vrai sur plein de choses. Ce texte, il y a des choses qui ont été ajoutées, retirées en permanence, en effet, pour arriver à l'équilibre politique, c'est-à-dire pour que le texte soit voté. Et les Français sont complètement largués parce que les députés eux-mêmes ne savent plus où en est le texte, pour certains. Quand vous pensez qu'il y a une... Je parle sous le contrôle de Charles. Joseph Massescaron. Quand vous pensez qu'il y a en effet une commission de contrôle du geste qui a été acceptée, mais cette commission de contrôle du geste a lieu après le décès. Vous vous rendez compte ? Après le décès. Qu'est-ce que ça signifie ? Juste un mot, parce que, on parle Bayrou, bien sûr, c'était très émouvant, mais Philippe Juvin,
il est mais époustouflant d'humanisme, de clarté, de rigueur, voilà. Et d'intelligence. Et d'intelligence. Et d'expérience. Moi, j'ai tellement d'amis. Et il est médecin. Mais j'ai tellement d'amis qui sont médecins aujourd'hui, je pense à eux, parce qu'ils nous regardent, médecins dans des soins palliatifs, ils sont totalement... Et alors, juste une chose, s'il y a une personne qui a un courage, c'est un civil, pour moi, c'est Dominique Régnier. Parce que c'est grâce à Dominique Régnier, pardonnez-moi, qu'il a donné, grâce à la Fondation Paul, tous les éléments qui montrent qu'à l'extérieur, ce sont des dérives. Et une nouvelle fois, c'est l'hubris d'un président de la République. Mais c'est ça, en fait, parce qu'il y a aussi des enjeux. Alors, qui vote pour qui, mais c'est ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on dit qu'il n'y a pas de logique partisane. C'est un peu chacun fait ce qu'il veut en fonction de son expérience, etc. Moi, je pense que ça pose un vrai sujet de représentation politique. C'est-à-dire que vous n'élisez pas votre député pour qu'après, en vertu de son histoire personnelle, il choisisse en votre nom l'avenir de notre pays sur cette question-là. Qui vote pour La gauche, à grands traits, la gauche vote pour. Le RN, c'est un peu partagé. La droite, majoritairement, est plutôt contre. Renaissance y est plutôt favorable. Donc l'écart est assez marqué. Il y aura une majorité assez marquée. Mais il faut parler des enjeux cachés. Le président de la République, on l'a dit, Yael Braun-Pivet, qui veut absolument que ce texte figure dans son palmarès de président de l'Assemblée nationale pour dire, regardez, on est capable d'avancer. Les mutuelles qui agissent en coulisses pour que le texte aille au plus vite, parce que évidemment elles ont beaucoup à gagner. Et puis le Grand Orient de France qui a publié un communiqué il y a quelques jours pour dire qu'il fallait aller très vite pour voter ce texte. Cette obsession franchement, aller très vite sur un texte pareil, je ne sais pas. Mais parce que pour des questions personnelles, Madame Braun-Pivet, elle a envie, pour ce que vous venez de dire voilà, ça restera sous ma mandature. On a fait rentrer au Panthéon Badinter. Badinter, la phrase célèbre lorsqu'il propose l'abolition de l'abonnement, c'est « La vie, nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie ». Oui, mais pardonnez-moi, on fait rentrer Badinter au Panthéon et aujourd'hui, on va accepter, en effet, que les personnes... On va parler justement de la peine de mort dans une seconde. La canicule pour les personnes effectivement fragiles, en même temps, les mêmes, on va les faire passer de l'autre côté d'un coup de seringue. Non, moi je suis d'accord avec vous sur le courage de Dominique Régnier. J'ai été frappé hier en l'écoutant notamment à la radio où il était interviewé par deux confrères hier matin. Et c'était formidable de l'écouter parce que on sentait que les confrères étaient en permanence en train de l'houspiller, de ne pas le laisser terminer une phrase, de le contredire. En fait, ils étaient presque étonnés qu'on puisse s'opposer, qu'on puisse résister à cette loi, qu'on puisse s'y opposer. Il y avait une forme de condescendance, pas vraiment amusée, vaguement impatiente, puisque la cause est tellement évidente à leurs yeux. Ils sont tellement convertis à une espèce de progressisme. Est-ce que vous c'est incroyable. C'est incroyable. Par ailleurs, c'est quand même intéressant d'apprendre ce matin. Georges Fenech. Par ailleurs, que François Bayrou n'est pas candidat à la présidentielle et surtout qu'il ne soutiendra pas François Hollande. On rappelle que c'est quand même François Bayrou qui fait en partie élire François Hollande contre Sarkozy et qu'il fait élire quand même Macron aussi. Oui. Donc il a fait deux erreurs, c'est ce que vous voulez dire. Oui, là, cette fois-ci, ce que je veux dire, mauvais choix. C'est quand même une information ce matin. Oui. Alors, il y a Bartholomé Lenoir, qui est un député UDR, qui me dit je suis député contre le texte de l'euthanasie. Si le texte risque de passer, il n'est pas du tout représentatif de la division à l'Assemblée. Aucun garde-fou n'a été accepté. Une petite majorité va confirmer un texte sans concession. Il dit une petite majorité. Mais même Charlotte, et après on parle de la peine de mort. Il y a des débats sur la question du délit, de la cause de conscience, pardon. Donc il y a une clause de conscience pour les médecins qui a été acceptée. Il n'y en a pas pour les pharmaciens qui fabriquent la substance létale. J'aimerais bien savoir quelle est la logique. Et il n'y en a pas pour les établissements. Or, vous avez des établissements aujourd'hui en France dont clairement nous ne pouvons pas nous passer, vu l'état par ailleurs de notre système de soins, qui sont tenus par des religieux ou par des catholiques, ou qui sont des établissements tenus par des personnes qui ne pratiqueront pas l'euthanasie. Donc si leurs établissements sont obligés de le faire, elles ont déjà prévenu, elles déménageront à l'étranger. Les petites sœurs des pauvres, par exemple. Par exemple, les petites sœurs des pauvres vont se menacer peut-être de fermer des établissements. Voilà, il ne faudra pas venir pleurer. Mais de la même manière que plus généralement, alors là je pars dans la stratosphère peut-être pour beaucoup de gens, mais on se dit en permanence, on cherche à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas en France ? Pourquoi tout le monde est dépressif ? Pourquoi tout le monde est sous médicaments ? Mais on a fait, l'actualité de ces dernières années, c'est d'avoir fait de l'avortement un droit fondamental et constitutionnel, la mort à l'origine, et de faire de l'urgence absolue avec l'état du pays, l'euthanasie. La mort est omniprésente, est un droit fondamental. La mort provoquée, je veux dire.
Je ne sais pas si ça nous aide beaucoup, en fait. Je ne peux pas le dire autrement. Mais vous avez... il y a une responsabilité politique. Voilà. Et forcément de celui qui gouverne le pays ou qui pilote le pays ou qui le préside depuis 10 ans. Je peux revenir juste une seconde sur ce qu'a dit Charlotte brièvement sur les établissements qui devront partir à l'étranger. Ce sera la première fois en France depuis très longtemps que des congrégations catholiques sont chassées pour aller à l'étranger. Il y a des influences parfois toxiques qui peuvent exister pour un pays et hélas, nous l'avons vécu. Alors, je vais parler de la peine de mort. On va parler de la peine de mort. Et effectivement, les deux sujets... bon, c'est la première fois... François Mitterrand l'abolit, Emmanuel Macron l'a rétabli. Non, mais que pour les innocents. Excusez-moi, mais franchement. Mais c'est la première fois en France que des personnalités publiques parlent de la peine de mort depuis bien longtemps. Oui. Franchement, c'était un débat qui était enterré. Alain Delon, vous nous avez diffusé l'archive d'Alain Delon. Alain Delon, oui, mais c'était 80. Là, c'est Karine Le Marchand. Alors, Karine Le Marchand, elle a le droit de parler. C'est une personnalité. Très suivie, très écoutée. Très suivie, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. C'est une influenceuse, c'est une présentatrice. Et elle a dit cette chose, tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Bon. Et le débat de la peine de mort, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est relancé, mais il existe dans l'opinion. On ne va pas rétablir la loi Talion, comme la loi du Talion. Mais tu as fait ça, je te fais ça. Il y a longtemps qu'une civilisation est passée au-delà de la loi du Talion. J'entends tout ce que vous dites. Il se trouve que c'est toujours pareil. C'est les Français qui parlent. C'est les Français qui parlent, Georges. Donc, ça arrive aussi à un moment où ils sont excédés, les Français. Excédés, bien sûr. Et effectivement, quand tu es excédé, tu te radicalises. Et c'est les jeunes surtout. Ça arrive. On a fait un sondage. 68% des Français sont favorables à un référendum sur la peine de mort pour les crimes d'enfance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour, mais en tout cas, ils veulent un référendum. Quand vous regardez les 18-24 ans, c'est 90%. Moi, j'ai donné des cours dans une école de journalisme. Je faisais des débats sur la peine de mort. J'avais quasiment 9 élèves sur 10 qui étaient favorables à la peine de mort. C'est intéressant, ça. Donc ça dit quelque chose sur la nouvelle génération qui arrive, qui visiblement n'a pas les mêmes. Il y a des repères un peu brouillés par ailleurs, il ne faut pas s'étonner. Oui, bien sûr. Alors, je voulais vous faire écouter, on écoutera Karine Le Marchand. Alors, écoutons-la, Karine Le Marchand, si vous voulez, et c'est un montage, parce qu'elle a pris la parole, et elle exprime une colère. Alors, elle a le droit. Pourquoi elle ne l'exprimerait pas? Et puis, il faut pas mépriser, parce que c'est une animatrice de variété, ou d'ailleurs elle a fait des interviews parfois politiques. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont fait des brillantes études et qui avaient tout pour gouverner la France, qui étaient même l'expérience au plus haut niveau, et puis on voit ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont été au pouvoir. C'était une catastrophe. Donc, il faut mépriser personne. Mais et qui méprise qui, la personne? Moi, je ne méprise pas du tout ce qu'elle dit. Mais je préviens parce qu'elle exprime effectivement avec beaucoup de courage, parce qu'il n'y a que des coups à franc. Quand tu es Karine Le Marchand, c'est plus facile de ne rien dire. Parce que tu es tranquille, personne vient, tu es dans le politiquement correct. Quand tu es à son niveau, c'est-à-dire que c'est une vedette de télévision, c'est plus facile d'être dans le politiquement correct que d'être dans le contre. Donc, moi, je souligne son courage. Écoutez quelques interventions qu'elle a pu faire sur la société française. Qu'elle pense. Mais c'est pas pour autant que je vais me taire, parce que je suis une citoyenne, je suis une femme, je suis une mère. Je vois, comme la plupart des Français, que sur beaucoup de sujets, les choses nous échappent et que nous ne sommes pas entendus. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre et j'ai pas à avoir mal au ventre toute ma vie, parce que je vois des horreurs de pire en pire dans les infos. Je veux être heureuse dans mon pays. Merde. Je suis pour le vote obligatoire, l'accélération du vote électronique et également des référendums. Mais des référendums sur des petites choses. On ne veut pas une seule grande loi sur la justice qui va être imbitable et il va y avoir des amendements, etc. Et du coup, il n'y a rien, il va y avoir pot de balle qui va être voté. Il faut des référendums sur des décisions très précises. Qui est-ce qui va payer? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée. Et à un moment donné, les casseurs doivent payer. Et moi, j'aime la France. Moi, je suis française. Je suis très fière d'être française. Bon, c'est intéressant, cette position. Quand elle dit une chose qu'on a tous remarqué, ou plus exactement, on a tous ce sentiment, c'est de pire en pire. En fait, ça s'arrête quand? C'est de pire en pire. Elle le dit, elle dit, moi j'en ai ras-le-bol. Et cette colère qui monte, jusqu'où ira-t-elle? Sur la peine de mort, il n'y a aucun
représentant politique aujourd'hui qui est favorable à son rétablissement. C'est important de le préciser. Ça n'est pas un débat politique à proprement parler, mais il y a une question, à mon avis, qui est la question centrale dans ce débat, c'est par quoi on a remplacé la peine de mort ? C'est la perpétuité. Or, la perpétuité réelle, on voit qu'elle n'est pas la norme. Et c'est sans doute là, à mon avis, que porte le débat. C'est-à-dire qu'on veut que les assassins d'enfants restent en prison toute leur vie. C'est ça que les Français, ils attendent. Et c'est pas toujours le cas. Ce qui existe ailleurs. Aux États-Unis, la perpétuité réelle, ça a un sens. C'est l'emprisonnement à haute parole, c'est-à-dire pas de libération conditionnelle possible, même après 30 ans. Chez nous, la perpétuité réelle existe théoriquement, mais comme théoriquement un juge, et pratiquement, d'ailleurs, puisqu'ils le font, au bout de 30 ans, libère, on se souvient notamment Patrick Henry, eh bien, la perpétuité réelle n'existe pas. Et effectivement, je crois que le pays, ce qu'il demande, c'est qu'un assassin d'enfant soit exclu de la société à vie. C'est ça. Écoutons Robert Badinter, on est en septembre 81. Rappelons les mots de Robert Badinter sur la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. N'a jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Et puis il disait plus tard que la justice, que la peine de mort n'est pas dissuasive, et il citait à mort Bontemps, à mort Bontemps, à mort Buffet, que criait Patrick Henry. Qui était dans le public, dans la salle de... C'était ça qui... c'est ça, et qui n'a pas empêché, lui, d'enlever le petit enfant, comment il s'appelait, Philippe Bertrand, et demander une rançon et tuer cet enfant. Dans l'hôtel des Charmilles, à Troyes. Il est 9h52. Thomas Hill, bonjour. Thomas, le programme. Bonjour Pascal. On va recevoir un invité que vous avez déjà reçu dans votre émission, c'est Pierre Valentin. Il est formidable. Formidable. Et j'ai adoré son livre Malaise dans la génération Z. Donc voilà, on va parler. Ah oui, non, mais vous allez. Et alors, il est passionnant. Ouais, je suis d'accord avec vous. Bonne émission. Merci, nous sommes en retard, 9h53. On va recevoir Nathan Dever. Vous vous souvenez de Nathan Dever? Bah oui. Ben oui, Vous c'est vous une souvenez figure de Nathan historique de notre émission. Mais vous vous souvenez de... Vous avez lu La petite chef de Monsieur Seguin? Oui. Vous vous souvenez? Oui. T'es pas bien ici?
Tu veux partir? Il veut revenir. Je ne sais pas, mais vous vous souvenez, là, c'était Fernandel qui, quand on était enfant, c'est on dit un conte, hein, c'est un conte d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Mais je veux partir. C'est pas bien, Blanquette, ici? Je veux partir. Je veux partir dans la montagne, là-haut. Et le loup l'a mangé. Il est parti. Et le loup l'a mangé? Non, il est toujours vivant. Mais il a fait un bon livre. Parce que c'est un livre. Aimer Jérusalem, Nathan Dever qu'on adore. Voilà, qu'on aime en tout cas. Et qui vient nous voir. À tout de suite. Franck Alizio est avec nous, c'est le député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône et vous allez pouvoir avec nous commenter cette actualité. Mais avant cela, Somaya Labidi nous rappelle à 9h59 les titres du jour. Un suspect activement recherché après l'explosion hier à Monaco, explosion qui s'est produite vers 21h dans un immeuble résidentiel de la Principauté. Un oligarque ukrainien et 2 personnes ont été gravement blessées par la déflagration du colis piégé. On poursuit avec les images de la reconstitution judiciaire hier du meurtre de Philippine, cette étudiante de 19 ans dont le corps avait été découvert enterré dans le bois de Boulogne en 2024. Reconstitution en présence du principal suspect. Et puis le bilan continue de s'alourdir après le violent séisme au Venezuela. 1719 morts et 58 000 bâtiments détruits. Selon les derniers chiffres, les États-Unis intensifient donc leur aide avec le déploiement de 130 marines pour contribuer aux réparations, tout comme les secouristes européens arrivés sur place samedi. Merci Somaya. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Marseille va bien? Marseille va bien. L'incivilité existe à Marseille ou Oui, un peu. Oui, évidemment. Elle existe un peu, beaucoup, à la folie? Elle existe beaucoup, elle existe beaucoup. Vous savez, chez nous... Elle existe plus qu'avant, par exemple? Oui, évidemment, mais comme de partout en France. Mais chez nous, plus qu'ailleurs. On est quand même l'une des villes les plus dangereuses, les plus... Puis vous savez, chez nous, il y a c'est Marseille bébé. Les bobos, LFI, même Mélenchon l'avait dit, c'est Marseille bébé, ça permet de tout pardonner, de tout expliquer. Parce que c'est Marseille, eh bien, tout est normal. Non, quand quelqu'un pourrit la vie, quelqu'un pourrit la vie. Voilà. Oui, parce qu'il y a l'incivilité qui pourrit la vie, et on va en parler avec le canal Saint-Martin. Et puis il y a la délinquance, et puis il y a le crime, mais tout n'est pas de même... nature. Ça peut être de même nature, mais à des degrés différents. Vous voyez, pour moi, il y a un continuum. Oui, il y a le qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que ça commence toujours par... Ça pourrit la vie au quotidien, et un jour, vous avez... on va en parler sûrement avec... je voulais votre avis. Comment vous je vois que vous connaissez son nom. Oui. Non, mais bon, ça, c'est assez intéressant. Parce que une vedette. Mais justement, c'est pour ça que c'est une vitrine de notre époque. Précisément parce que c'est une vedette, donc ce qui est quand même incroyable, et que dans cette séquence, comme toujours, il y a tout. Il y a unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Donc, c'est Canal Saint-Martin. Donc, il y a tout, c'est-à-dire des règles qui ne sont plus respectées, des règles non écrites qui ne sont plus respectées, des lois qui sont transgressées. On prend de la drogue, on boit de l'alcool alors que c'est interdit. Évidemment, les jeunes. Quand je dis il y a tout, c'est des jeunes qui font n'importe quoi. Qui ont 13 ans, 14 ans, on va voir se dénommer Hamza. La vedetisation de ce jeune homme, la starification de ce jeune homme, donc la starisation, exactement. Donc il y a tout. Il y a également, tout le monde prend des pincettes parce que ce jeune homme, il est Hamza, il s'appelle Hamza. Et si on l'attaque, on va se faire traiter de raciste. Lui-même le fait d'ailleurs. Et lui-même le fait. Comme ça, il prend les devants. Donc tout le monde dit, vous avez le maire de Paris qui va le voir. Et ce gosse, qui s'appelle Ladouane... Mais sans savoir que c'est lui ici. Bien sûr, en sachant que... Bien sûr, c'est une telle vedette. Non, mais c'était avant. Je ne suis pas certain qu'il savait à ce moment-là. Alors, écoutez d'abord... C'est un peu François Hollande et Loana. Et vous avez oublié les passants qui sont là. Et les passants qui ne font rien. Ça n'existait pas. Je vous assure. Donc, je trouve que c'est une séquence qui révèle, qui illustre l'époque. Vous voyez, si vous voulez voir ce qu'est la France en 2026, une sorte de pays en déliquescence totale. Il n'y a pas une personne qui va dire à ce gosse, tu arrêtes tes conneries. Oui, parce que c'est ça qu'il faudrait faire, en fait. Bien sûr, il n'y en a pas un qui va lui dire. Et même les parents ne le disent pas. Et il n'y a personne qui va dire aux parents, votre fils, vous le mettez à la maison. Donc, tu es dans un état, et personne n'ose rien dire. Parce qu'effectivement, si tu dis quelque chose, vous êtes raciste.
Alors, voyez, impunité totale. On peut en rire, hein, je vous assure, tellement c'est le chaos. Quoi. On y va, tranquillement, on y va tout droit. Voyez ce sujet sur le canal Saint-Martin. C'est une scène devenue presque habituelle. Depuis quelques semaines, ces jeunes bravent les interdits en sautant du pont dans le canal Saint-Martin, sans craindre la moindre sanction de la part de la police. Ouais, en soi, la police, ils vont rien nous dire parce qu'on est trop. Ils restent, ils nous disent de pas sauter, ils partent et on ressaute. Le canal Saint-Martin est devenu le théâtre des incivilités, nuisances sonores, ébriété sur la voie publique et même prise de drogue. Sur ces images, des jeunes sont en train de prendre de la cocaïne à la vue de tous. À ces incivilités s'ajoute un nouveau fléau. Il s'appelle Hamza. Il a 14 ans et il se met en scène sur les réseaux sociaux en train de défier la police. Assis sur sa trottinette électrique, il se fait surnommer la douane car il taxe de 2 € les piétons et les cyclistes qui souhaitent passer sur le canal. À défaut, le garçon les arrose avec son pistolet à eau. Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils ne regardent pas leur véhicule. Mais moi je fais la même avec les vélos, tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas, tu me passes pas 2 €, je t'allume. Ces agissements peuvent sembler enfantins, mais parfois les contrôles sont accompagnés de violence. D'après ce journaliste, l'adolescent va au-delà de la simple provocation. Il commet parfois des infractions, parfois des délits. Je vous prends un exemple, il a poussé dans le canal une jeune femme. J'ai une source police qui m'a dit qu'il était déjà connu pour 10 faits, notamment un fait relatif au trafic de drogue. Le collégien multiplie les gardes à vue. Le parquet de Paris a indiqué qu'une affaire est en cours. Alors écoutez-le répondre à un journaliste, je suis une star. Écoutez ce jeune homme. Ouais, je suis une star. Vous pouvez vous présenter un peu ? Je m'appelle La Douane, mon surnom, mon vrai prénom c'est Hamza. J'habite Paris 20e et je viens tous les jours au canal Saint-Martin. En vrai, de vrai, je te reste pas tout le monde. Parce que moi, je mouille des gens. Après, la plupart des gens, ils veulent pas, c'est-à-dire des petits bagarres. Mais sinon, après, il n'y a rien de spécial. Des fois, je mouille des gens, je nage, je mouille les policiers. On me ramène à la garde à vue parce que j'ai mouillé des policiers. Tiens. C'est pas autorisé, ça, normalement, de mouiller les policiers. Il fait chaud, hein. D'ailleurs, on a fait une bataille d'eau en plus. Attendez, je vous montre. On a fait une petite bataille d'eau, c'était bien. Et vous avez pas eu d'amende, vous avez rien eu du fait d'avoir mouillé la police ? La police nationale, la dernière fois, quand j'avais sauté dans l'eau et la baignade était interdite, m'a mis une amende de 66 €. Et après, je suis allé dans l'eau. Le lendemain, la police du canal sont venus, m'ont mis une amende de 11 €. Je comprends pas pourquoi. Vous les avez payés ? Oui. 11 € j'ai payé, 70 €, non ? Ça va, 11 €. C'est vous, vos parents, qui avez payé ? Comment ? Vos parents, ils sont au courant de tout ça ? Oui, ils sont au courant. Et mon père, il sait que je nage dans le canal Saint-Martin depuis tout petit. Ouais. Après, voilà, il n'y a rien de spécial. Et l'autre passage que je voulais vous faire écouter avant de donner la parole à Franck Alizio et qui nous donne son analyse de cette société française, écoutez ce qu'il dit effectivement, où il parle des racistes, dit-il, parce qu'il a un avis, ce jeune homme, sur la société française. Les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils ne regardent pas leur véhicule. Mais moi, je fais la même avec les vélos. Tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu me passes pas 2 €, je t'allume. On t'arrose jusqu'à tu pleures. Vous faites quoi à part ça ? Vous êtes à l'école ? Ouais. Là, c'est les vacances. Sinon, après, j'ai mon collège dans le 20e. Vous avez envie de faire quoi plus tard ? Moi, j'aimerais travailler dans... Comment ça s'appelle ? Comme investisseur. Vous avez vu un peu tout ce qui se dit sur vous, sur les réseaux sociaux ? Ils disent que je suis une racaille, nanani. Et la plupart des gens, ils sont racistes. Hein. Mais vraiment, moi, je m'en moque des gens comme ça. Nous, on mouille des gens, on fait rien de mal. Hein. C'est tout. Hein. Et vos parents, ils sont au courant de tout ce que vous faites là ? Mon père, il est au courant. Ma mère, c'est pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout. Mais ils vous laissent faire tranquille ? Et après, ouais, mon père, il me laisse faire tranquille parce qu'il sait que je fais pas de bêtises. Il sait juste que je mouille des gens, je mouille la police de temps en temps. C'est tout. Hein. Ouais, pour vous, c'est pas des bêtises. Et pour mon père aussi. Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Non, par tout le respect que je dois. Non, par contre, moi, j'ai dit clairement, par tout le respect que je dois. Donc évidemment, la responsabilité du journaliste, elle est interrogée. On se dit, est-ce qu'on doit lui donner la parole ou pas ? Bon, parce qu'on en fait d'une certaine manière une petite vedette. Bon.
Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un phénomène qui existe et qui montre la société, la déliquescence de la société française. Je ne peux pas vous dire autre chose. Que ce gosse continue de faire ça, que les parents n'interviennent pas, que les flics ne veulent pas interdire. Comment ? Pardon, mais c'est Gavroche, le gamin, là. Des sortes de poule-beau, c'est Gavroche. Hein, oui, mais il y a des propos obscènes. Mais les parents de Gavroche, c'est les Thénardier, dans le roman, dans les Misérables. Et les Thénardier sont des gens épouvantables. C'est la lie de l'humanité. Et donc, leur gosse, il est admirable dans les Misérables parce qu'il y a quand même une part d'enfance et d'innocence en lui. Et puis surtout, il meurt. Il meurt sous les balles de la police. Il n'est pas en train de défier les flics avec son fusil à eau, Gavroche. Il meurt dans une véritable émeute, où on tire à balles réelles. Donc c'est une caricature, les journalistes, ils cherchent la caricature. Il y a une terrible ironie quand même, parce que vous avez remarqué son surnom. Son surnom, c'est la douane. C'est-à-dire que les mêmes qui ont l'idéologie sans frontiériste depuis des années sont aujourd'hui contraints de donner une douane, des frais de douane à un petit garçon qui, lui, fait respecter une forme de frontière. Et vous savez, c'est la même chose dans certains quartiers. Vous avez des gens à l'entrée des quartiers qui ne vous laissent pas rentrer, vous n'êtes pas identifiés. C'est-à-dire que la logique de frontière, elle existe déjà, mais pas... Non, mais on peut en rire, on peut trouver que c'est dérisoire, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est vraiment dérisoire. Je crois que c'est vraiment très, très important, en fait. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit une conquête de territoire. Voilà. Ça, il faut être simple. C'est une conquête de territoire. Franck Alizio, qu'est-ce qu'on va faire dans cette société française pour arriver à retrouver un peu de paix sociale, de confiance sociale? Moi, au début, ça m'a fait penser, je vous l'ai dit, à la formule à Marseille. On aurait dit c'est Marseille bébé. En gros, on laisse faire, c'est pas grave. Donc, il y avait un côté c'est Paris bébé, enfin, c'est Paris bobo plutôt, parce qu'on est Canal Saint-Martin. Mais après, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais c'est une racaille. C'est une apprentie racaille. C'est une racaille en devenir. C'est-à-dire que, mais au quotidien, il pourrit la vie. Parce que ce qu'il fait demain, à 20 ans, ce qu'il fait, c'est du racket. Il demande de l'argent pour être laissé tranquille. Ça s'appelle du racket. Ce qu'il fait, c'est des checkpoints. Ça rappelle ce qui sera demain dans le trafic de drogue, etc. Ce qu'on connaît bien chez moi à Marseille pour le coup. Donc déjà, ça me fait pas sourire parce que c'est ça en réalité. C'est cette permissivité qui donne ça. Et puis, ça m'a fait penser à tout à l'heure, Joseph Massescaron, on le disait, c'est Leonarda. Leonarda de Hollande, demain, il va défier comme ça le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, il va peut-être se mettre à discuter avec le Cornu compagnie. Oui. C'est Leonarda. Hamza, Leonarda, même combat. Il va le prendre comme interlocuteur. Mais oui, évidemment. Absolument. Et il va y aller, il va dire, vous vous rappelez Leonarda qui disait j'en ai rien à foutre du président, enfin bref. Parce que ça m'a fait penser aussi à ça. Alors, c'est une vieille interview d'Hassan II, je crois que c'était Anne Sinclair, elle disait, mais les enfants de l'immigration, en France, ça crée des problèmes. Vous entendez, c'était il y a 30 ans. Hein, et il disait, mais chez vous, il avait l'expression, il était très imagé, Hassan II, il disait, chez vous, ils n'ont pas poussé droit. Parce que chez vous, ils n'ont pas de tuteur, donc ils ont poussé tordu. Chez moi, ils ont poussé droit. Parce que chez moi, il y a l'autorité. Chez moi, il y a le respect de l'imam, du policier, du professeur, de toutes les autorités. Chez nous, regardez le père qui dit « c'est pas grave ». Regardez les policiers qui reculent lorsqu'ils sont menacés avec le pistolet, ils reculent. C'est ça aussi. C'est l'expression, c'est l'autorité. Et puis, une dernière chose, désolé, hein, mais ça, c'est plutôt... C'est l'arroseur arrosé, là, c'est le bobo arrosé. C'est-à-dire qu'il va, et ça, honnêtement, il va pourrir la vie de ceux qui ont voté pour ça. Pendant des décennies, ils ont voté dans ces quartiers, les bobos, pour le laxisme, le laisser-faire. Là, c'est eux, parce qu'attention, ça peut finir. Et ils menacent de jeter à la mer. Et si demain, il y a une noyade, enfin, je veux dire, voilà. Donc voilà, tout ce à quoi ça m'a fait penser. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais il y a des domaines où les gens poussent droit. Je vais encore ressortir ma carte favorite, qui est le sport. Je suis désolé, ces jeunes gens, lorsqu'ils sont sportifs de haut niveau, ils font les efforts, ils ont la discipline et ça marche. Parce qu'il y a la discipline, il y a l'effort, il y a l'autorité. Exactement. Du coach. Tous ceux qui sont autour de l'équipe de France aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup de témoignages, soulignent la qualité de ces jeunes gens, la qualité intellectuelle, morale, c'est-à-dire qu'ils bossent. Dans le sport en tout cas. Il y a quelques affaires quand même qui touchent certains d'entre eux, non ? Dans les Ah oui, ça arrive. Oui, mais cette génération, elle est assez remarquable. Non, mais dans le sport, c'est indiscutable, parce que de toute façon, il faut y arriver. Elle ne peut pas, voilà, elle est plutôt très bien élevée, plutôt cortiquée. Elle a compris que sans la discipline, sans l'effort, etc., tu ne peux pas réussir. Donc, en fait, c'est la société qui a démissionné. Mais oui. Parce que le sport, tu ne peux pas tricher.
Donc, ces jeunes gens, si tu imposais une autorité, ils l'accepteraient. C'est la société qui ne l'impose pas. Exactement. Ce que tu fais en sport, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire à l'école. Désolé de. Mais on a refusé de le faire, on n'a pas juste démissionné. Hein. Oui, mais je suis d'accord. C'est un choix. Bien, mais vous avez raison. C'est encore pire, je veux dire. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui, depuis 40 ans, laissons filer. Imaginez une image de policier qui procède à une interpellation un peu musclée d'Hamza. Imaginez les médias le lendemain matin. Vous avez les médias qui vous diront... Mais on s'en fiche. Mais je vous dis que pourquoi il n'y a pas de courage ? Parce qu'aussi, ils ont tous peur de la une de Libération, de je sais pas quoi. Pardonnez-moi, les médias, c'est une chose, mais la France, c'en est une autre. Et il y a beaucoup de gens qui verraient... un peu d'autorité serait, j'en suis très convaincu, apprécié par les Français. Et pourquoi les politiques le font pas ? Il y a beaucoup de Français qui diraient, ce petit gosse-là, il n'a rien à faire sur le canal Saint-Martin, et puis les flics vont le prendre et vont l'interdire de venir interdit de séjour, et puis ils vont voir les parents. Même ça, on peut plus s'en sortir. Hein. Il ne s'agit pas de lui taper dessus, je ne dis pas ça. Simplement lui dire, il vient plus sur le canal Saint-Martin, et tu vas voir les parents. Il y a une carence éducative. Mais tu vas voir les parents quand même. Non, mais le juge pourrait autosaisir le parquet pour demander l'assistance. Mais oui. Mais il y a une carence policière d'abord, une carence policière. D'abord familiale. Je connais bien ce quartier, j'ai vécu pendant 15 ans. Oui. Donc il y a vraiment une carence policière, c'est évident. La chose qu'il y a lorsqu'il y a un gamin, tu lui prends son pistolet à eau. T'es flic, tu lui prends son pistolet à eau. Enfin franchement, c'est hallucinant quoi. Mais on se demande pourquoi les policiers et la justice sont absolument débordés. La vérité, c'est que dans un pays normal, ce gamin, il est pris par 3 mecs du quartier qui lui disent « t'arrêtes maintenant ». C'est insupportable. Donc tu arrêtes, ou sinon tu dégages. Donc tu peux te baigner, mais tu ne nous traites pas comme ça. Là, il y a des adultes qui se font mettre à l'amende par un gamin de 14 ans. Mais bien sûr. On rêve. Donc évidemment, si c'est aux policiers, aux juges de saisir le parquet, je comprends qu'on soit noyé. Hein. Parce que pour un gamin de 14 ans qui carotte les passants, peut-être qu'on peut gérer aussi nous-mêmes. Carence éducative, c'est ça. La carence éducative de manière absolument évidente, mais carence collective aussi. J'ai 2 jokers que je sors régulièrement, le joker sport et le joker corse. Parce qu'en Corse, ça ne se passe pas non plus. Hier soir, on était avec Pascal-Pierre Garbarini. En Corse, je vous assure que ce n'est pas les gendarmes qui gèrent le petit, c'est le village. Hein. Ouais. Écoutez ce que disait Pascal-Pierre Garbarini qui était sur notre plateau hier soir. Il y a des gosses, ils piquent les chaises des restaurateurs, ils emmerdent les policiers, pardon de parler comme ça, ils mouillent les passants. Ils attaquent une dame, ils la jettent dans le canal, personne ne dit rien. Une dame en vélo, ils la bousculent. Mais c'est où ? On est à l'ouest du Pécos. C'est quoi ? C'est le Far West ? Et on rêve. Mais vous imaginez ça, Ajaccio ? Mais il se prend une conche. Je peux vous dire que le gosse, il ne va pas le faire 2 fois. Et après, les parents, on va leur dire « Où vous êtes où ?» Ils sont dans le 20e, les parents. Mais vous vous rendez compte, mais si ça vous arrive à vous, donc vous êtes dans la voiture, le type il arrive et vous jette un seau d'eau. Il faut rire. Il n'y a personne qui rigole là. Hein. Non mais sérieux, moi je suis sidéré. Et ensuite, il y a des gens, ouais c'est sympa, et le maire se déplace et discute avec le gosse. Mais où on vit ? Et vous savez que Marseille, c'est la première ville corse. Et je dis souvent, j'aimerais bien que Marseille soit corse jusqu'au bout. Marseille, c'est la première ville corse. Il y a plus de Corses à Marseille qu'à Ajaccio. Il y a plus de 100 000 Corses à Marseille. J'aimerais que Marseille soit... Mais quelque part, ce serait possible en plus. Regardez, pendant les municipales, mon slogan, c'était Marseille en ordre. Bon, c'était clair, j'annonçais la couleur. J'ai fait plus de 30% dans les quartiers nord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les quartiers nord aussi, la maman, le papa, ils veulent avoir les moyens et ils veulent que l'État rétablisse l'ordre pour que leur enfant puisse grandir en sécurité et donc droit. Mais faire plus de 30% dans les quartiers nord, ça veut dire quelque chose à Marseille. Ça veut dire que tout le monde a envie d'ordre. Ça veut dire que le besoin d'autorité aujourd'hui dans ce pays, c'est la première des urgences dans tous les quartiers. Et y compris justement dans les quartiers, voilà. Et le fait que ça tombe chez les bobos, excusez-moi, voilà, c'est l'arroseur arrosé encore une fois. Vous parliez de l'élection municipale. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Madame Vassal, qui voulait travail, famille, patrie, et qui nous a raconté, ou qui a raconté aux Marseillais des salades pour son vote, puisqu'elle ne voulait pas, je crois, voter pour vous. Parce qu'elle cherchait... présidence de la métropole. Voilà, mais finalement, elle ne s'est même pas présentée à la présidence de la métropole. Exactement. Au final, donc, elle a raconté des cracks. Elle ne s'est pas présentée à la métropole, puis entre les 2 tours, elle s'est maintenue. Enfin, que Delogu se retire en faveur, pour faire gagner Payan, je comprends. Que Martine Vassal, qui est Renaissance, LR, machin, se maintienne pour faire gagner la gauche, pour nous empêcher à nous de gagner. Vous auriez gagné autrement ? Ça, c'est pas bien. Écoutez, il y aurait eu un duel, on aurait été face à la gauche.
Moi, je pense que ça aurait mobilisé, ça aurait sorti beaucoup de Marseillais de l'abstention qui auraient dit là, il y a un match, là, il se passe quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle elle a perdu. Enfin, elle a perdu. Donc, elle s'est pas présentée à la métropole. Ouais. Elle essaie de se sauver au département dont la dette a été multipliée par 4 par elle. Non, je pense que là, c'est la fin. Vous savez, les électeurs, autant ils me disaient pendant la campagne, au premier tour, on votera pour Martine Vassal et tout, elle fait 12. Et au second tour, on votera pour vous. Quand ils ont vu qu'elle ne s'est pas retirée, parce qu'ils étaient persuadés qu'elle se retirait, on l'a vu dans le chiffre, passer de 12 à 5. Vous vous rendez compte, dans la deuxième ville de France, Renaissance, LR, UDI, Modem, bref, tout le bloc central réuni, 5,3. Ça dit quelque chose du pays. Évidemment. 5,3. Ils ont disparu. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Parce que ça permet aux Français de faire un vrai choix dans quelques mois. Le 7 juillet, il y aura un choix qui sera fait. Et il sera fait par les juges. Vous souhaitez que Marine Le Pen soit candidate ou vous préférez Jordan Bardella? Évidemment. Là, on a une Dream Team. Pourquoi vous riez? Parce que j'adore ce genre de questions. Est-ce que vous êtes... Moi, je n'ai pas idée. Qu'est-ce que veulent les électeurs? Qu'est-ce que veulent du RN? On en rêve et nos électeurs en rêvent. Mais vous préférez Marine Le Pen? C'est la Dream Team. Dans les sondages, elle est parfois moins... C'est la Dream Team, Marine à l'Élysée et Jordan à Matignon. Parce que chacun d'eux... la Dream Team, on verra si tant est que vous soyez élu. Parce qu'une Dream Team, il faut être prudent. Une Dream Team, on le sait après. On ne le sait pas avant. Forcément, vous sentez les choses. La Dream Team, on sait quand on a gagné. Non, et puis honnêtement, je veux dire, moi je la connais depuis 10 ans, Marine. J'ai travaillé au quotidien avec elle. C'est une femme profondément honnête. Elle a consacré sa vie au pays. Elle est prête. Elle est, vous savez, dans ce côté Chirac-Mitterrand, c'est-à-dire les Français le reconnaissent, disent, elle a eu le parcours du combattant, elle est prête, voilà. Donc, j'ai envie que ce soit elle, parce que le match, parce que ce serait... Quels sont les deux ou trois les Français attendent aujourd'hui, ils sortent de 10 ans de parole. Bon. Et ils ont le sentiment de l'impuissance du politique. Ils ont le sentiment que rien ne sert à rien. Bon. Quelles sont les 2 ou 3 mesures immédiates que le Rassemblement national mettrait en place et qui, selon vous, changeraient la face de la France de manière très concrète? Dans les semaines qui viennent, quand on arrive aux affaires, je pense que techniquement, c'est pas possible. Mais limite, j'aimerais que ce soit le jour des élections législatives après la dissolution, le fameux référendum sur l'immigration. Voilà. Parce que c'est la pierre angulaire. Le référendum sur l'immigration, ça vous permet de donner un acte fort, une rupture avec 40 ans de dérive sur cette question. Mais pourquoi vous faites... Pardonnez-moi... Tout le monde est d'accord sur le référendum. Et pourquoi ils ne le font pas depuis 20 ans? Oui, mais c'est une perte de temps. Moi, peut-être que... peut-être que vous pouvez simplement dire immigration. Parce que vous fermez les robinets. Vous n'êtes pas obligé de repasser par le peuple et de refaire un débat. On sort d'une élection. Vous allez être bloqué par le Conseil constitutionnel. Vous allez être bloqué par la Cour de justice européenne. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer en France l'immigration. On ne peut pas... Seul le peuple souverain par référendum. Aujourd'hui, au-dessus des députés, au-dessus de l'Assemblée, au-dessus du gouvernement. On ne peut pas dire demain, on ne reçoit plus d'étrangers. Pas dans l'État actuellement. Sur l'immigration qu'a présenté M. Retailleau, rappelez-vous, censurée par le Conseil constitutionnel. Celle de Darmanin, surtout. Celle de Darmanin avait été démantelée par le Conseil constitutionnel. On l'avait voté. Oui, on est bonjour. On l'avait voté parce qu'elle avançait un petit peu dans le bon sens. Je pense quand même qu'il y a moyen de limiter. C'est pas inéluctable, j'imagine. Oui, mais il y a moyen de jeter. Donc vous dites... Alors, un référendum. Alors, on va repartir pour des élections. En 2012, il avait dit en off à des journalistes: je ne peux pas toucher au regroupement familial, je ne peux pas toucher au droit d'asile. Le seul truc sur lequel je peux toucher, c'est les immigrés étudiants. Alors on va repartir. Franchement, on aura une élection présidentielle, on aura une élection législative et on repart pour une élection. Je ne sais pas si c'est très vendeur. Des vrais moyens. Bon. Ah bah non. Je ne sais pas si c'est très vendeur de repartir pour une élection. Pascal Pro, c'est le seul moyen. Sinon, on sera bloqué 3 mois plus tard. Les candidats proposent un référendum. Il y a beaucoup de candidats. Mais quelle est les mesures économiques, sociétales? On donne véritablement les moyens aux policiers et à la justice de faire leur travail, les moyens matériels. Donc plus de policiers, plus de justice. Oui, et également un tour de vis sur l'arsenal pénal. Par exemple, vous voyez,
une proposition de loi qu'on pourrait voter, mais demain. Un projet de loi qu'on pourrait voter demain, parce qu'il paraît qu'il y a une majorité dans cette Assemblée et que le Premier ministre est d'accord. C'est la perpétuité réelle. La perpétuité réelle, l'air de rien, c'est un symbole fort. Ça veut dire on rééchelonne les peines. Eh bien, la perpétuité réelle, on pourrait le faire demain. Il y a une majorité. Les LR voteraient pour, nous c'est pas ce qui va changer la société demain. C'est contraire à l'Europe. Si vous permettez, c'est contraire à la CEDH. Il y a des pays européens qui l'ont. C'est pas ce qui va changer le canal Saint-Martin. Ces deux mesures-là ne changent pas concrètement, c'est des signaux, j'entends, mais la perpétuité réelle, ça concerne quand même, et heureusement, très peu de gens. Après l'affaire Liana, après l'affaire Louis, moi je préfère que des gens comme ça. Moi, je voudrais je veux la garantie que ces gens ne ressortent jamais. Mais moi, on peut être d'accord là-dessus. Mais je vous ai demandé c'est marrant d'ailleurs votre réponse. Je vous ai demandé des propositions concrètes qui changent la société demain au lendemain. Si vous me dites, par exemple, je supprime la CSG, ça change la vie des Français du jour au lendemain, par exemple. Alors, bon, oui. Ah ben là, je vois que vous pensez à Jean-Philippe Tanguy tout de suite. Je vais raser gratis. Mais non, je ne vais pas vous dire que je vais raser gratis. Alors, qu'est-ce que où je les trouve les 120, les 130 milliards de suppression de la CSG. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez aucune en face, je vous mets des économies. Vous n'avez aucune proposition qui change la société française. Je vous mets 80 milliards d'économies. Je vais vous expliquer où ils sont. Je vais vous mettre 80 milliards d'économies en face. Et sur ces 80 milliards d'économies que je fais sur 5 ans pendant un quinquennat, là, je baisse les impôts avec cet argent. Je veux, monsieur Alizio, comme tous les Français qui vont, et puis on pourrait poser la question à tous les chefs politiques qui vont venir sur ce plateau, je veux entendre des propositions qui changent la société française en mieux, en peu de temps. Oui. C'est ça que je veux. Eh bien, vous m'en proposez pas une. Le référendum, c'est très concret. Oui, je veux bien. Les moyens à la police et à la justice, c'est leur dire maintenant, vous allez pouvoir faire le boulot. Si vous dites aux policiers, maintenant, la tolérance zéro, vous l'appliquez dans la rue. Et s'il vous arrive quelque chose, eh bien, on vous soutiendra, ce qui n'est pas fait depuis longtemps. Je rappelle que M. Darmanin, il y a quelques années, avait déclenché une enquête de l'inspection parce qu'il y avait eu un croche-patte d'un policier, supposé croche-patte d'un policier, à un manifestant. Vous imaginez le niveau de soutien du ministre de l'Intérieur à ses troupes lorsqu'on fait ça. Voilà, changer un état d'esprit, c'est déjà très important. Et le faire suivre avec des mesures concrètes, des projets de loi. Je veux dire, le référendum sur l'immigration, ça change, c'est une rupture avec ce qu'il fait depuis 40 ans. Sur la justice et la police, soutenir nos juges et soutenir nos policiers, ça change tout. Voilà. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire en matière de budget, on va faire de véritables économies. Et ces véritables économies, elles vont se traduire par des baisses d'impôts, notamment la baisse de la TVA. Les retraites. Eh bien, les retraites, par exemple, on va expliquer qu'il faut faire, comme dans tous les pays d'Europe, et en particulier comme l'Allemagne, il va falloir rentrer un petit peu plus tôt, parce que ça ne sert à rien de faire du tourisme universitaire pendant 5 ans ou 10 ans, on va rentrer un petit peu plus tôt sur le marché du travail. En Allemagne, vous commencez à avoir un CDI durable, donc qui débouche sur le fait que vous êtes un cotisant, à 23 ans. Chez nous, c'est 27 ans. À quoi ça sert de faire 10 ans Non, moi je disais que si vous faites comme en Espagne, à savoir que si les Thénardier, les parents de la douane, perdent demain leur logement social, ce qui se passe couramment en Espagne, si vous avez quelqu'un qui est chopé en train de trafiquer du cannabis, c'est la perte. Ils sont immédiatement virés du HLM. Mais il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de. Ça, c'est dans notre projet. Je peux pas vous faire. Ça, c'est une mesure. Si la douane fait perdre à ses parents, à mon avis, il arrêtera de racketter les gens qui prennent le soleil au canal Saint-Martin. Quelqu'un ne peut pas toucher d'aide sociale, que ce soit un logement, que ce soit des aides sociales, etc., à partir du moment où il est un délinquant. Et des parents étant responsables de leurs enfants, eh bien, automatiquement, ils auront des sanctions. Les sanctions au porte-monnaie, ça s'appelle être exclu de son logement social, ça s'appelle ne plus toucher les aides. C'est ce que vous dites. C'est ce que fait le gouvernement socialiste dans notre projet. De Pedro Sánchez. Jordan Bardella a dû vous le dire 10 fois sur ce plateau. En tout cas, je ne sais pas comment les Français vont vivre cette élection présidentielle. De chaque côté, d'ailleurs, à l'extrême gauche, ils attendent un changement massif. J'ai l'impression que les décisions de l'extrême gauche, d'ailleurs, si M. Mélenchon était au pouvoir, seraient plus radicales et plus précises quand je l'entends.
Et on peut s'inquiéter d'ailleurs pour certaines personnes dans le pays. Et qu'effectivement, alors cette extrême gauche peut être satisfaite de ce point de vue-là en entendant ces propositions parce qu'elle réclame un changement, pour le coup, clair de beaucoup de choses. Et que les Français attendent aussi aujourd'hui des changements sur les incivilités, sur la sécurité, sur l'argent. Ne vous trompez pas, sur l'argent. Mais on l'a bien en tête, je vous rappelle. En 2022, on était les seuls à marcher sur nos deux jambes, la sécurité, le pouvoir d'achat. Oui, mais... la valeur travail. Tout ça, mais peut-être que la politique libérale, dans ces cas-là, est le mieux adaptée. Pour donner plus de faire des économies, baisser les impôts, vous appellerez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une gestion de grande famille. Vous savez, dans toutes nos communes, on a désendetté, on a réduit on a supprimé les dépenses inutiles, on a baissé les impôts. Ce que l'on fait dans nos communes, on le fera au niveau de J'entends ce que vous dites, mais quand vous avez le maire de je crois que c'est le maire de Carcassonne, qu'on a vu, c'est pas malin. C'est pas malin. Je ne pense pas que ça donne une image du Rassemblement national qui soit positive de voir ce maire de Carcassonne, c'est une grande ville, Carcassonne, prendre son jet d'eau et arroser les gens. Je vous assure, je ne pense pas que ça soit une bonne image. D'ailleurs, le courage, c'est peut-être lorsque vous êtes un homme politique, de dire dans votre propre rang, bah oui, ça se fait pas. Non. Je serais vous, je prendrais son téléphone et je lui dirais qu'il arrête de faire ses... Je pense que Marine a dû le faire, la connaissant. Mais vous imaginez bien que ni moi, ni Marine, ni Jordan, si nous étions maire, nous aurions fait ça. Voilà. C'est une connerie de la part de Christophe Barthès. Voilà. Mais voilà. Après, il a pris des décisions aussi, il a envoyé des symboles. Pas le coup du jet d'eau, mais le fait, par exemple, de dire qu'on n'est pas obligé d'héberger ad vitam aeternam les syndicats, la CGT, gratuitement dans des locaux municipaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, ça c'est sur le fond. Ah mais c'est ce qu'il a fait aussi. Donc, mais sur le fond, vous êtes d'accord. Voilà. Et c'est une image qui n'est pas... Sur la forme, évidemment que c'est une connerie. Bon, il est 10h30 en tout cas. Merci à Franck Alizio. Vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de l'Olympique de Marseille. Mais ce soir, tout Marseille va regarder. On va dire que j'ai quand même fait une meilleure saison politiquement que mon club, mais c'est pas grave l'année prochaine. Oh là là, mais là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. L'OM, c'est un éternel là, je pense que là, on est limite carton rouge. Je crois que les supporters marseillais sont un peu d'accord. Comment ? Je crois que les supporters marseillais seront d'accord. C'est vrai que la saison a été très problématique. Bon, et puis il y a un nouveau président, lui souhaite bonne chance. Il y a Genesio aussi, nouvel entraîneur. Stéphane Richard, c'est ça, qui était le PDG d'Orange. On lui souhaite bonne chance parce que président de l'OM, l'avantage c'est que ça dure pas longtemps. On va encore changer d'entraîneur. Bah non, mais il y a un nouvel. Bruno Genesio vient d'être nommé. Ah, ça y est. Il cherchait un entraîneur qui rime avec Alizio. Genesio a été... Exactement. Donc ils ont mis Genesio. Ah, ça y est. Bah, c'est une bonne nouvelle. C'est un très bon entraîneur. Oui. C'est un très bon entraîneur. Ah là, j'ai quelques minutes de retard. Pendant l'émission. C'est revenu dans l'émission. Bon, on salue Bruno Genesio parce que c'est un très bon entraîneur et puis c'est un homme de qualité. Merci, vraiment merci Franck Alizio. Il est 10h31. Somaya Labidi. Selon le Premier ministre Pedro Sanchez, plus d'1 million de demandes de régularisation ont été déposées en Espagne par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre du plan massif du gouvernement socialiste lancé mi-avril et qui se termine ce soir. En France, nouveau refus d'obtempérer dans les Alpes-Maritimes. Une vidéo amateur montre une conductrice à l'arrêt au Canet, contrôlée par des policiers, lorsque soudain, l'automobiliste démarre le véhicule à l'insu des forces de l'ordre. L'un d'eux est traîné sur le bitume avant le départ en trombe de la suspecte. Et puis un point de deal indiqué avec un tag spectaculaire au 15e étage d'une tour du boulevard Lénine à Vénissieux, comme vous pourrez le voir sur ces images. Clip publicitaire, message sur les réseaux sociaux. Depuis quelques années, les narcotrafiquants rivalisent d'imagination pour développer leur marché. Merci Somaya. Aimer Nathan Dever, c'est le nouveau livre. Aimer Jérusalem. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais moi aussi. On ne s'est pas vu de l'année. Mais vous m'avez manqué. Mais vous aussi. Bah oui, mais c'est de votre faute. Mais je suis ravi de vous voir. Ah oui, parce qu'en plus, je ne vous voyais pas. Vous passiez à quelle heure ? C'était tard le soir. Et, vous étiez avec votre ami d'ailleurs qu'on salue. Qu'on salue ? Qui nous regarde peut-être ? Mais j'imagine. Paul Melun. Paul Melun. Oui. Et vous étiez parti sur France Info. C'est ça. Bon, et vous restez là-bas l'année prochaine ? On a fait une année formidable. Oui. Et on s'est vraiment amusé avec Paul. C'était génial. On ne fait pas l'émission l'année prochaine. On n'est pas reconduit sur France Info. Pourquoi ?
Parce qu'il y a eu un changement de direction à France Info, une nouvelle vision recentrée sur l'information. Nous, on prenait notre pied, on recevait des intellectuels, 40, 45 minutes, on parlait de leurs livres, etc. Ils veulent recentrer sur l'information, c'est leur droit, hein, c'est souverain, c'est la vie de la télé, mais on va faire des choses, faites avec fun. Vous avez compris que ce qu'ils vous ont dit est bidon. Non, vraiment, vous verrez. C'est pas du tout ça. Alors c'est quoi ? Parce que, voilà, vous apportiez peut-être un peu de nuance sur cette chaîne, vous veniez peut-être de CNews et ça vous a été reproché, vous aviez une liberté de ton, vous êtes plus intelligent que d'autres, autant de choses qui sont très difficiles à vivre sur le service public. Alors non, franchement, ce que vous dites, si c'était le cas, je le dirais, mais ce que vous dites n'est pas vrai pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on a eu une liberté totale cette année, on a invité qui on a voulu, on a dit... Ah, si, vous avez pu inviter tout le monde. À tout le monde. Il n'y a pas une fois... Non, jamais. On a fait absolument... Et vous êtes fait auto-censurer ? On s'est jamais auto-censuré, ni moi ni Paul, je ne vois pas sur quoi. Personne ne nous a incité à cela. Et c'est ce que je vous dis. Alexandre Cara et Muriel Plénet, qui nous avaient pris, qui étaient à la direction, voulaient faire une émission centrée sur les idées. Alexandre Cara, il venait dans notre bureau, il nous disait alors, faites carburer les cerveaux, on réfléchit, on met du concept. Bon, après, ils veulent recentrer sur l'info, c'est leur droit légitime. Mais comme tout le monde à la veille de la présidentielle, pareil. Oui, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, moi je vous ai écouté parfois le samedi, et puis c'est une émission qui a marché, qui a trouvé son... Qui a marché, on a fait des bonnes audiences, et surtout on s'est amusé. Recevoir Marcel Gauchet pendant 45 minutes en ne parlant que de ses livres, c'est rare à la télé, et c'était formidable. Bon, vous avez donc imaginé ce livre qui raconte la grandeur, les blessures, la possible disparition d'Israël, aimer Jérusalem. C'est l'histoire d'un peuple qui connaissait le livre par cœur, qui avait été imprégné de ses menaces, mais qui, si incroyable que cela puisse paraître, revivait depuis ses origines jusqu'à nos jours la même tragédie de la conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor à l'assaut du 7 octobre, persécuté par la quasi-totalité des empires qui recouvraient le globe. Il traversait une série de drames, tous plus singuliers, qui se résumaient pourtant à une épreuve cyclique. Alors, ce qui est intéressant, vous êtes né à Paris. Quel rapport vous avez avec Israël ? Un rapport très fort, intime, viscéral. J'ai eu une enfance, je l'ai raconté, de juifs religieux. J'allais souvent en Israël. J'y ai vécu des moments d'enfance absolument formateurs. J'aimais tellement ce pays, d'abord pour des raisons religieuses. Quand vous êtes juif pratiquant, 3 fois par jour, plus encore, vous faites des prières qui sont tournées vers Jérusalem, où vous priez pour la terre sainte, comme disent les chrétiens, mais c'est la même terre, et vous aimez Israël, la terre d'Israël, parce que c'est une sorte de vestibule du ciel, que c'est un endroit où les prières n'ont pas la même résonance. C'est le pays où j'ai eu mes premières émotions, même poétiques. Paradoxalement, avant même d'avoir des émotions, et j'en ai tellement par la langue française, ça s'est joué d'abord dans la langue hébraïque, l'hébreu biblique qui est extraordinaire, l'hébreu moderne aussi, des poètes formidables, auxquels je rends hommage aussi dans ce livre. Puis après, quand je me suis éloigné de la religion, j'ai appris à aimer différemment ce pays. Au début, c'était une sorte de blocage. Comment aimer de façon profane un pays qu'on a aimé pour des raisons métaphysiques ? J'arrivais même plus, par exemple, à aller dans la vieille ville de Jérusalem. Je me disais, c'est pas possible de la visiter comme touriste. Et puis, il y a eu le drame du 7 octobre, drame terrible. On va peut-être y revenir, mais en effet, un drame où Israël a vécu en l'espace de quelques heures une expérience de mort et vit depuis 3 ans une expérience de solitude inouïe, avec ce nom d'Israël qui est traîné dans la boue, qui fait l'objet d'une calomnie mondiale, de mensonges philosophiques, intellectuels, politiques hallucinants. Et cette expérience d'abandon que vit Israël m'a aussi poussé à écrire ce livre. Et donc ce livre, c'est aussi la tentative de repenser différemment, en tout cas mon identité de juif, en dehors de la religion, à travers la littérature, un judaïsme intérieur, un judaïsme imprégné de cette poésie biblique. Pourquoi vous ne vivez pas en Israël ? Non, je ne vis pas en Israël, d'abord parce que j'aime passionnément la France. Et moi, je crois à cette idée du... Mais vous y avez pensé ? Vous me posez une question vraiment difficile, parce que vous êtes jeune. Oui. C'est-à-dire qu'à 50 ans, 60 ans, faire son alia, mais à 20 ans, 25 ans, vous pouvez dire, je vais vivre... Et certains jeunes l'ont fait. Qu'est-ce qui fait, au fond, que vous préférez vivre à Paris qu'à Tel Aviv ? Alors, quand j'étais religieux, je m'étais vraiment posé la question d'y aller, mais pour devenir rabbin, pour faire des études rabbiniques, etc. Vous aviez quel âge ? J'étais jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée. Je me suis éloigné de la vie religieuse. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous imaginez ? Oui, 17 ans, oui, 16 ans. Et aujourd'hui, j'aime passionnément la France. Je pense que je ne pourrais pas vivre en dehors de la France. J'en ai parfois eu la possibilité, que ce soit en Israël ou que ce soit ailleurs.
Ce que j'aime dans la France, c'est un mode de vie, c'est des choses très bêtes, mais c'est un rapport, alors vous me direz, ça existe aussi en Israël, ça, un rapport au café, un rapport à l'apéritif, un rapport à la conversation, etc. Mais c'est avant tout, et c'est aussi l'objet de ce livre. Pas sur le canal Saint-Martin. Non, ce n'est pas là que je prends l'apéritif en général. Mais c'est avant tout un patriotisme littéraire. Et je crois que quand on aime un pays, c'est le cas pour Israël et c'est le cas pour la France aussi. On peut l'aimer pour ses fondements réels, on peut l'aimer pour ses origines géographiques, on peut l'aimer pour sa terre, pour son patrimoine, etc. On peut aussi choisir de l'aimer pour ce qu'il a cristallisé dans la littérature, pour tous les textes qu'il a inspirés. Et moi, j'aime la France. La France est mon Je pourrais vous ADN répondre que vous pouvez vivre en imaginaire. Israël en lisant des livres français. Mais bon, je vous dis, je pourrais vous répondre ça. Mais peu importe. Avant le 7 octobre, écrivez-vous, il y avait déjà un certain temps que, comme beaucoup, je ne comprenais plus la trajectoire d'Israël. Cette nation où je m'étais vu vivre dans mon adolescence, j'avais l'impression qu'elle était en déroute. Ses divisions stériles, sa société déchirée, à deux doigts du schisme politique, ces militants suprémacistes qui avaient réussi à entrer au gouvernement et tentaient de détruire un à un les piliers de l'état de droit. Son opposition impuissante à défendre les principes de la démocratie, mais qui descendait chaque semaine dans les rues pour crier son indignation. Ces dissensions entre la vieille élite ashkénaze et les originaires du Moyen-Orient qui se sentaient laissés pour compte. La querelle permanente qui opposait les partisans d'un État sécularisé à l'occidental et les défenseurs d'une théocratie conforme aux lois de la Torah. Bon. Qu'est-ce qui a changé selon vous? C'est le 7 octobre, mais alors le 7 octobre, vous oubliez tout? Vous pardonnez tout et vous comprenez toute la trajectoire d'Israël et vous vous ralliez à Netanyahou? Non, je ne dirais pas que c'est ça qui a changé. Je dirais qu'avant le 7 octobre, il se jouait quelque chose d'extrêmement bizarre en fait dans la société israélienne. Ça faisait 75 ans que le pays existait, c'est jeune, et en même temps, 75 ans, c'est l'âge où on peut commencer à se dire pour un pays, la greffe a pris, on existe, on est fort, on est puissant, on est indéracinable. Et donc, on se donne le luxe d'avoir des querelles politiques. Alors les querelles politiques, c'est très sain dans une démocratie. Mais quand c'est poussé à un point de non-retour, quand ça mène presque, non pas à une guerre civile, mais en tout cas à un affrontement social extrêmement fort, en gros, entre deux visions, et d'ailleurs comme tous les pays de la décolonisation, comme l'Inde, comme l'Algérie, deux visions opposées du sionisme. L'un sécularisé, laïque, moderne, à l'occidental. L'autre, retour à l'identité, retour aussi à une forme de religion, parfois avec des accents intégristes. Deux visions qui s'opposaient comme ça très violemment. Et je crois que le 7 octobre a montré la fragilité intrinsèque d'Israël. Parce que c'est ça le 7 octobre. On ne peut pas comprendre ça quand on est français ou quand on est américain. On a vécu des drames, on a vécu des attentats. Mais ce qui s'est joué ce jour-là, c'est sur Israël, dans le sol d'Israël, des scènes qui semblaient revenir du temps des pogroms, du temps de la diaspora, bref, d'une époque que l'État d'Israël était censé avoir résolue. Ce qui s'est joué ce jour-là, c'est presque comme une attaque contre la définition du sionisme, contre la raison d'être du sionisme. Et c'est aussi, et c'est là, moi, c'est ça qui m'a obsédé pendant 3 ans, c'est aussi une forme de résurgence de ce qui est écrit dans le texte biblique. Je le dis en tant qu'agnostique, mais c'est ça qui est incroyable dans les malheurs du peuple juif, c'est que ces malheurs, avant d'advenir, ils ont été écrits. Écrits dans la langue, non pas des antisémites, mais celle des prophètes. Prophètes qui disent au peuple d'Israël, l'expérience de la souveraineté politique, elle est éminemment difficile. Elle est éminemment complexe. Et c'est une expérience de vulnérabilité. Et chaque fois que tu auras l'impression que l'État est donné comme un dû, qui tombe du ciel, qu'il est acquis, eh bien, va revenir quelque chose comme une expérience, cette fragilité. Et ça, c'est absolument fascinant. Vincent Herouet, quand vous écoutez Nathan Dever, est-ce que vous direz qu'il a une vision romantique, littéraire, intellectuelle? Non, profonde. Ou est-ce qu'elle est incarnée et que vous partagez Oui, bien sûr. Maintenant, le problème politique, le dilemme politique d'Israël, c'est la solitude extrême qu'il traverse depuis 2 ans, hein, et même davantage d'ailleurs, depuis 3 ans. Ça, c'est à la fois... ça pose une question quasi existentielle sur l'État hébreu, à la fois sa nature profonde, et puis État juif, ou État des Juifs, et puis en même temps sur comment est-ce qu'Israël veut perdurer s'il perd tous ses amis, et même les États-Unis. Vous avez raison, moi c'est une question qui, à mon avis, mérite vraiment d'être prise au sérieux. Le sentiment anti-israélien, bon, on l'a vu dans le monde entier, c'est une orgie d'antisionisme, mais aux États-Unis, il atteint des niveaux records, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Les démocrates, moi j'ai tendance à penser que les prochaines candidatures, ils vont être contraints d'abandonner la ligne d'Obama, de Biden, la ligne historique de l'amitié éternelle entre les États-Unis et Israël, et qui vont arriver sur une ligne, disons, à la même Mamdani, de remise en cause même de l'idée de l'État d'Israël. Et les républicains aussi. On le voit avec Vance, on le voit dans la base MAGA. Donc se pose l'hypothèse très concrète que d'ici 10, 20, 30 ans, on arrive aux États-Unis avec un président
qui arrivent à la Maison-Blanche et qui disent pendant 4 ans, je ne suis plus ami avec Israël, un peu comme ce que Trump a fait avec Zelensky, mais version israélienne. Je ne pense pas que là, l'Europe soutiendrait Israël. Je pense que ça pose une question existentielle. Un peu d'ailleurs comme au tout début du livre de l'Exode dans la Bible, quand le pharaon, qui est un ami des descendants de Jacob et de Joseph, etc., et puis la Bible dit un nouveau roi, un roi nouveau s'est levé en Égypte. Alors on ne sait pas si c'est le même roi qui a changé d'avis, si c'est le roi philosémite, entre guillemets, qui est devenu antisémite, mais en tout cas, ce tournant-là. Et je pense que ce tournant peut exister avec les États-Unis et que ça posera une question existentielle, et que ça la pose déjà, en fait, pour Israël. Joseph Massescaron. Nathan Devers, dans votre plaidoyer pour Jérusalem, il y a aussi le plaidoyer pour la coexistence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a quand même si ils n'apparaissent pas toujours, des Juifs qui considèrent que la coexistence, c'est un objectif. Et que, à l'inverse, par rapport aux périodes précédentes, il n'y a plus personne pratiquement en Palestine pour proposer la possibilité qu'il y ait 2 États. Comment vous faites à ce moment-là, si vous n'avez pas l'interlocuteur? J'ai même du mal à répondre à votre question, qui est une question tellement complexe et tellement difficile. Il y a toute une partie dans mon livre où je raconte en détail, presque heure par heure, la conquête de Jérusalem en 67 par l'armée israélienne qui arrive sur la vieille ville, sur les lieux sacrés du judaïsme, et avec l'aumônier de l'armée israélienne qui, selon certains témoignages, a eu la tentation de dire on est revenu sur les lieux du temple, on va dynamiter le dôme du rocher et on va construire un temple. C'est l'appropriation. L'appropriation. Cette tentation qui dure quelques minutes. Le général en chef de cette brigade dit à l'aumônier, selon les témoignages, si tu répètes ça une fois, je te mets au cachot. On va créer un statu quo, c'est unique dans l'histoire de Jérusalem, qui non seulement garantit la liberté de chaque culte, mais qui ne laisse qu'une seule religion, à savoir la religion, entre guillemets, souveraine, la religion juive. C'est-à-dire que dans le statu quo actuel, les chrétiens ont le droit d'aller au Saint-Sépulcre, et ils y vont. Les musulmans ont le droit d'aller à Al-Aqsa et au Dôme du Rocher, et ils y vont. La seule religion qui n'a pas le droit de prier sur son lieu sacré, à savoir ce que les Juifs appellent le mont du Temple, c'est la religion juive. Donc ça, c'est une preuve de tolérance incroyable, de se dire, on se retire, on se lèse soi-même pour laisser exister les autres. Et vous avez raison dans le fait qu'aujourd'hui, les partisans de la coexistence sont assez peu nombreux, mais j'espère... Ils sont inexistants. Un discours d'une personne, par exemple, comme Rima Hassan, c'est un seul État, avec les conséquences, évidemment, bien sûr, démographiques, de nombre que ça entraîne. Alors oui, il y a ensuite, dans mon livre, je parle par exemple d'un philosophe palestinien qui s'appelle Sari Nusseibeh, qui a été d'ailleurs actif dans les tentatives de négociation il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Aujourd'hui, sa ligne, elle est évidemment minoritaire, mais ces gens-là, ils existent encore. Il habite encore à Jérusalem-Est, on peut le rencontrer, voilà. Et ils existent encore, ils sont minoritaires. Mais peut-être, c'est la phrase de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. J'espère que ce temps de la paix viendra d'une manière ou d'une autre. Les tensions politiques, évidemment, vous en parlez. Il fallait contempler avant le 7 octobre, quand Netanyahou entendait imposer une réforme de la Cour suprême susceptible d'abîmer durablement la démocratie, quand Ben Gvir et ses sbires distillaient leur haine raciste auprès de leurs partisans et cervelés, quand les colons fanatiques ricanaient de semer la barbarie à l'est du pays, quand une tornade de racisme et de bêtises s'emparait d'une section de la société. Il fallait humer dans ces mois critiques le vent d'espoir et de désolation qui soufflait sur les boulevards. Bon, vous êtes assez critique, bien évidemment, sur Netanyahou et ce que vous appelez ses sbires. Et aujourd'hui ? Je suis surtout extrêmement critique de ces deux partis qui en forment qu'un maintenant d'extrême droite israélienne, qui ont une vision en fait intégriste. C'est-à-dire, moi, on peut plaquer les mots extrême droite, ceci, cela. Surtout, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est reconstituer de l'intérieur leur doctrine politique. Et en fait, c'est des gens qui disent il faut avoir une lecture littéraliste de la Bible. C'est-à-dire, on ne s'en tient qu'à son premier niveau de sens, qui est le sens littéral. Si la Bible te dit il faut faire une peine de mort, on fait la peine de mort. Si la Bible dit il faut faire la guerre de façon violente, dans le livre de Josué, on pratique la guerre de façon violente. Tout le travail de l'exégèse juive depuis des millénaires, ça a été de dire le sens littéral, il est intéressant, mais il est insignifiant. Ce qui est significatif, c'est la projection de sens que le lecteur va venir distiller dans un texte. Mais j'ai plus sur Netanyahou. Et sur Netanyahou, moi je vais vous répondre, je pense que c'est une paresse intellectuelle de dire que Netanyahou est le problème d'Israël. On peut dire ça si on veut, c'est comme les gens qui pensent que tous les problèmes en France... On peut ne pas être d'accord avec Netanyahou et être plus proche d'Isaac Rabin, par exemple. Non, mais bien sûr. Mais le vrai problème d'Israël, me semble-t-il, c'est son système politique. C'est-à-dire qu'Israël, c'est un pays qui a une démocratie représentative, un peu comme la 4e, un peu comme le régime italien, où vous avez des tout petits partis qui font 10% aux élections. L'extrême droite, en Israël, fait 10% aux dernières élections. Mais qui vont prendre une place démesurée dans une coalition,
qui vont devenir tendre une sorte d'épée de Damoclès sur la figure du Premier ministre, en l'occurrence c'est Netanyahou. Mais si ça n'avait pas été Netanyahou et que ça avait été quelqu'un d'autre, Robert Dupont ou Dupont-Robert, pendant ces 3 ans dans la même coalition, les choses se seraient passées de la même manière. Donc je crois que c'est une forme de paresse que de réduire les problèmes d'un pays à un seul individu. J'entends ce que vous dites, mais c'est intéressant aussi d'ausculter, d'analyser cette politique-là par rapport à celle, je citais Isaac Rabin, à juste titre, qui avait été assassiné il y a 30 ans maintenant, et qui était l'exact à l'opposé. Et d'ailleurs, la gauche israélienne existe peu ou n'existe plus. Contrairement à... oui, c'est l'idée qui est battue en brèche quand vous dites il ne faut pas diaboliser un homme en pensant ainsi régler le problème. L'assassinat de Rabin a réellement, contrairement à celui de Kennedy ou à celui d'Henri IV, l'assassinat de Rabin a réellement changé le cours de l'histoire. Vous avez raison. Et Rabin qui a été tué par un intégriste juif, dont certains ministres actuels ou certains députés actuels. C'est pour ça qu'on dit parfois les assassins de Rabin sont au pouvoir. Bien sûr, et ça c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui est dit dans la société israélienne. Ensuite, je crois qu'il faut évidemment condamner ce tournant, mais il faut le comprendre. Condamner sans comprendre, ça n'a aucun intérêt. Quasiment tous les pays issus de la décolonisation, je faisais cette comparaison avec l'Algérie et l'Inde que faisait un philosophe américain, Michael Walzer, ont connu exactement la même évolution. Ils ont été fondés par une élite, entre guillemets, socialiste, partisane d'une lecture multiculturaliste et laïque des États décolonisés. C'est les Nehru Gandhi en Inde, c'est les premiers indépendantistes en Algérie qui arrivent au pouvoir, et c'est la fondation d'Israël. Cette élite-là, à partir de plusieurs décennies, elle a été accusée souvent par une base populaire qui était discriminée, qui subissait des inégalités comme dans tous les pays, de reconduire une forme de colonisation de l'intérieur. Vous nous avez certes décolonisés par rapport à l'Occident, mais vous avez été formés dans les facs occidentales, vous lisez les philosophes de l'Occident, etc. Nous, on veut revenir à notre identité comme ça, viscérale. C'est Modi en Inde, c'est Netanyahou en Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Je crois que tout l'objet de ces pays-là, c'est d'essayer de construire une troisième voie. Et par exemple, dans le cas d'Israël, c'est de dire la théorie de la démocratie, on peut la trouver à partir d'une certaine forme de lecture biblique. On n'est pas obligé, c'est formidable de lire Voltaire, mais on n'est pas obligé d'invoquer Voltaire pour en venir aux droits de l'homme. Et je crois qu'en Inde, en Israël, dans tous ces pays-là, c'est le même combat philosophique qui est aujourd'hui Aimer Jérusalem, c'est aux éditions Gallimard. Et puis vous citez Bernard-Henri Lévy dans la dernière partie de votre livre. La Jérusalem de Bernard-Henri Lévy se dévoile comme un anti-miroir. Benjamin C. y découvre le reflet de l'homme qu'il a refusé d'être. Lui, le fugitif, déraciné de tout, des femmes et des maisons, des pays et des autres, il y comprend que son errance fut une diversion. C'est la fin d'un roman génial de Bernard-Henri Lévy qui est le Diable en tête, qui raconte, qui est un vrai roman historique de toute une génération née pendant la guerre et jusqu'à la tentation de l'extrême gauche et de la violence d'extrême gauche. Et le héros meurt en effet à Jérusalem. Et moi, il y a mon amitié personnelle avec Bernard-Henri Lévy. Et il y a aussi une forme de legs ou de dette intellectuelle que j'ai avec lui, c'est qu'il a fait partie des gens qui ont justement essayé de théoriser et réussi à théoriser un judaïsme d'après la mort de Dieu. Un judaïsme sans religieux, enfin, qui ne se réduit pas à une religion, mais qui puisse faire l'objet d'une véritable pensée. Ça a été quelqu'un qui, dans le Testament de Dieu, et c'est quelqu'un aujourd'hui, mais qui a posé vraiment les conditions d'une lecture philosophique, intellectuelle, littéraire, poétique de la Bible. Et ça, pour moi, ça compte évidemment énormément. Merci en tout cas, merci à vous. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Et moi aussi. Bon, j'ai trouvé que de temps en temps, quand je vous écoutais, vous étiez plus à gauche peut-être que vous ne l'étiez lorsque vous étiez sur notre plateau. J'avais ce sentiment de temps en temps que vous aviez des positions comme si vous vouliez auprès de France Info ou j'allais dire donner des gages. J'irai pas jusque là. Mais vous avez eu cette impression ? Il y a des gens qui m'ont dit le contraire, je ne sais pas. Moi, j'essaye de quand je réfléchis à un problème, de ne pas me dire quelle est la réponse de gauche, quelle est la réponse de droite, sinon c'est prévisible. Vous avez bien raison. Sinon, on peut être remplacé directement par l'IA, ça va plus vite. Mais vous avez bien raison. Bon, il nous manque. Hein. Comment ? Il nous manque. Oui, mais il y a le niveau. Oui, c'est gentil pour les autres. Je veux dire, ça c'est sûr que il va vous remplacer si vous voulez, Georges. C'est pas agréable. C'est le second degré, mais bon. Non, mais c'est vous qui dites ça. Oui, c'est vrai. Non, mais Nathan, on a beaucoup d'affection. Et réciproquement. Et pour vous. Mais non, mais on a beaucoup d'affection les uns. Voilà, comme on a beaucoup d'affection, je le dis pour Tugdual Denis qui était hier à votre place, et puis on a eu un petit échange, etc. Vraiment,
notre affection pour lui est intacte. Et je voulais lui dire. Bonjour Pascal. Comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Écoutez, on a évoqué toutes les actualités. Écoutez, vous êtes attendu au canal Saint-Martin pour une baignade juste après l'émission. Il y a un taxi qui vous attend en bas de la rédaction, vous emmène au canal Saint-Martin, on vous retrouve en duplex à 11h dans 100% Frontières. Et si on faisait ça, tiens, demain, vraiment pas. Si on faisait un duplex canal Saint-Martin. Allez-y, avec plaisir. Non, vous. Non, c'est mon idée. Ne m'appliquez pas. Jetez-vous à l'eau. Donc on y est retourné ce matin avec Tony Pitaro. Vous allez voir des nouvelles images absolument incroyables, puisqu'il y a eu même, vous avez diffusé aussi la séquence de la prise de cocaïne sur les rives du canal Saint-Martin en plein jour. Voilà, open bar. Et puis à midi, on parlera de Karine Le Marchand qui a réagi, vous le savez, à l'assassinat barbare du petit Louis. Le judaïsme sans religion, on pourrait appeler ça le nationalisme, me dit quelqu'un qui écoute avec intérêt ce que nous disons. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais Israël, précisément, c'est une nation cosmopolite. C'est une nation qui a été construite pour condenser les cultures du monde entier. C'est le contraire du nationalisme. Mais c'est une nation. C'est pour ça que nous parlons, parce que nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors, Héloïse Tertrais était avec nous ce matin. Jérôme Mérigot était à la réalisation. Merci à Jules Bertin qui était à la vision, à Greg qui était au son, Marine Lançon, Héloïse Tertrais. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Passez une excellente journée. Gauthier, dans une seconde.